Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de trading pur, donc aujourd'hui on va attaquer les graphiques, on va attaquer la revue de la semaine, on va voir du coup les positions que j'ai prises, on va voir comment l'euro, le dollar se sont comportés cette semaine, d'un point de vue fondamental et aussi d'un point de vue technique. Ça m'avait un peu manqué, je vous avoue. Du coup, sans plus tarder, je vais direct aller sur les graphiques. Ça va aussi être l'occasion pour moi de faire un peu une mise au point par rapport à où j'en suis dans mon apprentissage du trading, dans mon parcours, on va dire. Mais donc sans plus tarder, ici ce que vous avez devant les yeux, c'est un graphique de l'euro-dollar. Alors je vais peut-être juste d'abord vous mettre un graphique vierge, je crois que voilà, on va prendre celui-ci. Donc je vais me mettre en daily. Non, 4 heures c'est bien. Voilà, alors juste pour vous faire un peu une mise en contexte, il faut savoir que l'euro, se déprécie face au dollar depuis à peu près mars. Se déprécie face au dollar depuis mars, mi-mars pour être plus précis. Alors pourquoi exactement? C'est essentiellement en raison du recul des anticipations du marché par rapport à la première baisse potentielle des taux de la Fed. Donc je m'explique. Il faut savoir que ce qui va diriger le dollar, donc le dollar c'est l'indice DXY et les rendements, donc les rendements américains c'est les rendements des obligations par exemple des bons du trésor américain, Donc ce qui va diriger le dollar et les rendements, ça va être la politique monétaire, ou plutôt le ton de cette politique monétaire. Si la politique monétaire est vue comme hawkish, c'est un mot qu'on utilise pour dire restrictive, le dollar et les rendements vont être forts. Si maintenant la politique monétaire est vue comme dovish, donc accommodante en français, le dollar et les rendements vont être faibles. Au début du mois de mars et vers la mi-mars plus ou moins, donc à ces niveaux-là, les investisseurs anticipaient une première baisse des taux de la Fed aux alentours du mois de juin. Donc, vous le savez sûrement, la politique monétaire de la Fed est restrictive. Pour le moment, la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine, donc c'est la Banque centrale américaine. La politique monétaire de la Fed est restrictive pour le moment. Et on a des taux d'intérêt, donc c'est l'outil principal de politique monétaire de la Fed, qui se situe autour de 5,25 à, donc dans cette fourchette, à 5,50%. Donc ça, c'est les taux actuels de la Fed. Donc c'est des taux assez élevés, c'est des taux restrictifs. Et c'est l'environnement dans lequel on est, d'un point de vue monétaire, politique monétaire. Étant donné que ces taux sont à des niveaux élevés depuis longtemps, donc la Fed a procédé à des hausses de taux successives, maintenant on est à ce niveau-là. Étant donné que ces taux sont à des niveaux élevés depuis longtemps, ils ont un impact sur l'économie en général. On observe un ralentissement du marché du travail, on observe un ralentissement de l'activité et surtout on observe un ralentissement de l'inflation. Donc ces taux font effet et dernièrement la Fed commence à envisager la possibilité de les baisser parce que c'est plus nécessaire d'avoir des taux aussi élevés. Elle se dit tiens, viendra un moment où il serait intéressant de baisser les taux. Plus précisément, la Fed se dit ce serait peut-être intéressant de baisser les taux cette année. Nous les investisseurs, ce qu'on fait, c'est on essaie d'anticiper quand est-ce que ces taux vont baisser. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. À ce moment-là, donc je l'ai dit, les investisseurs anticipaient une première baisse des taux de la Fed, donc ça veut dire qu'on passerait du coup du fameux niveau 5,25, 5,50, je vais l'écrire comme ça, à quelque chose comme 5 et 5,25, donc une baisse peut-être de 25 points de base. Donc au niveau de prix où j'ai entouré ici, donc on était aux alentours de 1,09, 1,10, les investisseurs anticipaient une première baisse des taux en juin, donc ça t'as bien compris. Tout ce mouvement baissier que tu observes depuis la mi-mars jusqu'à la mi-avril est dû, je l'ai dit tantôt, au recul des anticipations du marché. Donc là, normalement, avec tout ce que je viens d'expliquer, tu as les outils suffisants pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que là où on anticipait une première baisse des taux en juin, on a commencé à se dire, tiens, peut-être que ce ne sera pas en juin, peut-être que juin c'est trop tôt, ce sera en juillet. Ou peut-être même que juillet c'est trop tôt, ce sera en septembre. Et donc le fait que les investisseurs reportent à plus tard la date à laquelle il y aurait une première baisse des taux a permis au dollar, parce que je l'avais dit tantôt, quand la politique est restrictive, le dollar et les rendements augmentent, a permis au dollar et au rendement de s'apprécier. Parce que si on garde les taux à des niveaux élevés, donc je ne vais pas le réécrire à chaque fois, mais à des niveaux élevés, donc à des niveaux restrictifs pendant une période prolongée, c'est une politique plus restrictive. Par définition. Et donc, c'est bon pour le dollar et les rendements. L'euro face au dollar se déprécie. Parce que du coup, si l'euro monte, ça veut dire que le dollar baisse. Si l'euro baisse, ça veut dire que le dollar monte. J'ai dit que le dollar montait parce que la politique monétaire était considérée comme peut-être restrictive pendant plus longtemps. Et donc, l'euro se déprécie. Donc, jusque-là, tu comprends un peu la tendance de fond dans laquelle on est. Globalement, du coup, on est dans une tendance baissière sur l'euro. Et alors à plus court terme, même si c'est pas vraiment du court terme, j'ai tendance à, donc là tu vois que je suis sur un graphique 4 heures, j'ai tendance à analyser ma structure globale, on va dire,
comment on dit, bref, on va dire la perspective globale des marchés sur 4 heures, ok. Donc ici sur ce 4 heures, et là je vais parler plus d'un point de vue technique, je considérais qu'on était dans une tendance baissière, ok. Donc ça veut dire que ici j'ai un haut par exemple, ici j'ai un bas du marché, et j'ai récemment eu une cassure, ok. Donc déjà j'ai un break à la baisse, et puis précédemment aussi, donc j'avais un bas, un haut, on avait eu un nouveau haut ici, puis on avait eu quelques hésitations, et puis on avait eu une cassure à la baisse. Donc j'avais déjà eu un retournement de ma structure 4 heures à la baisse, et puis du coup ici avec ce break là, une continuation de ma structure 4 heures à la baisse. Donc là maintenant tu comprends que de façon générale, ma perspective des marchés était baissière sur l'euro. J'avais une vision baissière. Je t'ai expliqué fondamentalement pourquoi, donc avec ce recul des anticipations du marché. Maintenant, ça c'est plutôt la raison technique. D'un point de vue technique, on a des hauts et des bas qui sont plus bas de façon consécutive sur 4 heures. Okay, donc on avait eu ce break. Alors maintenant, si je dois sélectionner la semaine dans laquelle la semaine qui vient de s'écouler, c'est celle-ci. Okay, donc la semaine qui vient de s'écouler, on a observé un mouvement en 2 phases. Une première phase un peu baissière, okay, donc on a une dépréciation de l'euro, et puis une phase haussière pour que finalement l'euro termine la semaine en hausse. Si je t'affiche les chandeliers weekly, tu vas le voir d'ailleurs, tu vois donc, je vais même zoomer très fortement, tchac. Donc le dernier chandelier ici qui est weekly, donc tu vois que l'euro d'abord est venu se déprécier, ok. Ouais, c'est pas facile à dessiner comme ça, mais donc il est venu se déprécier jusqu'ici pour finalement remonter jusque là et puis clôturer la semaine ici. Okay, donc tu vois clairement que on était que dans l'ensemble la semaine était haussière, mais que le mouvement n'a pas été aussi simple que boum, une hausse. Non, d'abord on a eu une petite baisse et puis une hausse et puis même une petite baisse à la fin, mais ça ça s'observe souvent. C'est rare que le prix clôture vraiment au plus haut qu'il a fait dans la semaine. Ok. Alors maintenant je vais reprendre le graphique que tu as vu au tout début, c'était celui-là, voilà, où j'ai tracé quelques éléments. Donc d'abord pour te le décortiquer un peu, donc les 2 barres bleues c'est la semaine qui s'est écoulée, ok, je viens d'en parler, ça c'est chose faite. Comme je te l'ai dit, notre structure 4 heures avec du coup le haut ici et le bas est globalement baissière, mais on a entamé, et ça c'était vers la mi-avril, une phase de retracement. Donc je considère ce haut, je considère ce bas, je considère ce mouvement-ci comme un retracement de cette structure-là, mais que globalement on est toujours dans de la baisse, ok. Alors pourquoi est-ce que l'euro a entamé cette phase de retracement, et c'est important de l'expliquer aussi je pense. Je t'ai parlé des anticipations du marché, et je t'ai parlé du recul de ces anticipations, qui a permis au dollar et au rendement de s'apprécier, et à l'euro de se déprécier. Vient un moment où l'idée que la Fed baisserait ses taux potentiellement en septembre a été complètement priced in. Ce que ça veut dire, c'est que, comme je te l'ai dit ici, on anticipait une baisse des taux en juin. Puis ça a baissé, on anticipait une baisse en juillet, puis ça a continué à baisser, on anticipait une baisse en septembre. Pour que l'euro continue à se déprécier, il faudrait du coup encore un recul des anticipations du marché. Peut-être une baisse en novembre, en octobre, novembre, décembre, je sais pas, bref, plus tard dans l'année. En réalité, compte tenu de, on va dire, la conjoncture économique actuelle aux États-Unis, donc compte tenu de l'environnement macro aux États-Unis actuellement, rien ne justifie une baisse des taux au-delà du mois de septembre. Ce pourquoi l'euro ici a touché un plus bas. Okay, donc étant donné que cette idée-là a été complètement priced in par les marchés, il faudrait un nouveau catalyseur hawkish. Un nouveau catalyseur restrictif qui nous dit, ben en fait, la juste valeur de l'euro, elle n'est pas autour de, on va dire, 1,06, mais encore plus bas, 1,05, et puis peut-être plus bas. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Les marchés ont, entre guillemets, réévalué l'euro et ont considéré que la juste valeur de l'euro, c'était autour de 1,06. Donc le prix a rejoint ce niveau-là, quand les investisseurs, comme je l'ai dit, anticipaient plus ou moins une baisse en septembre, voire même peut-être au-delà de septembre. Je crois que la réunion après septembre, c'est novembre. Mais peut-être que je me trompe. Enfin bref, on va dire au-delà de septembre, ok. Donc, le marché a complètement priced in. On n'a plus de raison fondamentale pour que l'euro baisse et l'euro entame sa phase de retracement. Alors, il y avait quelques éléments qui signalaient du coup un ralentissement ou plutôt une détérioration de la conjoncture aux États-Unis. Je vais prendre un calendrier, je ne sais pas si j'en ai un. Je vais te prendre un calendrier, ça c'est le calendrier du mois de mai. Je vais te montrer le calendrier du mois d'avril. Donc tu vois qu'en fait en avril c'est quoi les dernières données clés qu'on a eu. Bon, il y en a énormément mais je vais juste te faire un récap. Ici on avait eu le PCE, pardon, donc l'indice des prix PCE, ça c'était une donnée importante. On a aussi le PIB, on avait les commandes de biens durables, puis alors on avait les PMI flash de la zone euro et des États-Unis. Donc ce qu'on avait observé, par exemple juste sur la dernière semaine, pas la semaine actuelle mais la semaine encore avant, ce qu'on avait observé c'est en début de semaine un redressement de l'activité des services en zone euro. Ok. Certes, un secteur manufacturier est toujours en mauvais état, mais il l'est depuis, je crois que je l'avais noté. Je ne l'ai pas noté, mais dans tous les cas, le secteur
manufacturier dans la zone euro est en mauvais état depuis très longtemps. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'aux États-Unis, on a observé une première détérioration des secteurs d'activité manufacturière et des services. Donc ça déjà, ça nous envoie un signal de tiens, peut-être que l'activité ralentit aux États-Unis. Par la suite, on a eu le PIB, la première estimation du PIB au premier trimestre, et on voit qu'il est sorti bien plus faible que prévu. Les économistes anticipaient 2,5% de croissance économique aux États-Unis au premier trimestre, et on n'a eu que 1,6%. Donc déjà, avec cette grosse data, qui est vraiment une donnée principale, c'est presque la mère des indicateurs, le PIB, on a cette info que l'activité ralentit aux États-Unis. Si je te montre par exemple donc le PIB, GDP Growth Rate aux États-Unis, tu vois du coup qu'on avait un plus haut à 4,9%, ça c'était au troisième trimestre, puis on est descendu à 3,4, 1,6, donc on observe un ralentissement de l'activité aux États-Unis qui est probablement lié du coup aux effets des hausses de taux d'intérêt, des taux d'intérêt élevés aux États-Unis. Okay, donc quelque part c'est une bonne chose pour la Fed, ça veut dire que ces taux fonctionnent, que le niveau restrictif de sa politique monétaire fonctionne, mais d'un autre côté ça nous envoie comme signal que tiens, si les taux d'intérêt font effet, je te reprends ce calendrier ici, si les taux d'intérêt font effet, peut-être que c'est plus nécessaire de repousser autant les anticipations du marché, de repousser autant la date à laquelle on va baisser les taux. Ce pourquoi, du coup, tu as observé un arrêt, on va dire, de cette baisse de l'euro, parce qu'on commence à observer ce qu'on avait envie d'observer, justement. Ce qu'on a envie d'observer, c'est ce qui justifierait une première baisse des taux. Et donc, si on observe un ralentissement maintenant de l'activité économique, on peut se dire, tiens, peut-être que la Fed va baisser ses taux en septembre. C'est validé, c'est confirmé, il n'y a plus rien pour porter le prix plus bas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme data? Donc, j'ai dit, on a eu le PCE, donc l'indice des prix PCE, et là, c'est plus intéressant, et c'est là où c'est plus compliqué d'analyser la politique monétaire US pour le moment, c'est que l'activité ralentit, le marché du travail ralentit, ça on le verra après, mais l'inflation reste élevée. Pire, elle repart à la hausse. Ça veut dire que autant l'inflation avait pris le bon chemin en 2023, là maintenant, ce qu'on observe au premier trimestre 2024, c'est que l'inflation repart à la hausse. Donc on l'a observé ici avec l'indice des prix calculé selon le PIB, donc le déflateur du PIB, qui est reparti à 3,1% en rythme trimestriel, mais aussi avec le PCE, l'indice des prix PCE, qui est remonté à 2,7 pour l'indice global, et qui s'est maintenu à 2,8 pour l'indice sous-jacent. Puis il faut aussi savoir, si on regarde les mesures mensuelles, alors juste mini parenthèse, parce que là, si tu ne suis rien à ce que je suis en train de dire, l'indice des prix PCE, en fait, c'est un indice de prix, comme le CPI. Donc le CPI, tu le connais sûrement, c'est l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix PCE, c'est un indice qui calcule l'inflation dans l'économie, mais cet indice est fabriqué sur base des dépenses personnelles de consommation aux États-Unis. Donc les consommateurs, comme toi et moi, on consomme des choses, on calcule du coup qu'est-ce qu'on a consommé sur tel mois, etc. Et on met tout ça en données. Et bien sur base de ces dépenses de consommation, on peut estimer du coup l'inflation sur les biens et les services dans l'économie. Et donc c'est ça, l'indice des prix PCE, en fait c'est un indice qui est calculé sur base du rapport sur la consommation et le revenu des ménages aux États-Unis. Mais donc du coup cet indice-là nous montre que l'inflation repart à la hausse et donc ça confirme les données CPI qu'on a vues il y a 2 semaines. Si je peux te les montrer, on voit ici que sur le CPI, donc aux États-Unis, était remonté à 3,5%. En rythme, l'indice global, et l'indice sous-jacent, donc qui exclut les biens, l'alimentation et l'énergie, lui est resté stable à 3,8%. Et on a eu du 0,4% d'un mois sur l'autre. Donc on avait déjà eu cette info que, tiens, peut-être qu'en mars, l'inflation était plus élevée que prévu aux États-Unis, et on a eu cette confirmation ici que effectivement l'inflation est élevée. L'inflation ne ralentit pas, l'inflation stagne, il n'y a plus de progrès qui sont faits par rapport à 2023. En 2024. Pour juste parler vite fait des indices, de l'indice d'inflation, mais sur un mois, pour te donner une valeur de référence, ici, donc on voit que l'inflation a augmenté de 0,3%. L'idéal, pour que la Fed parvienne à ramener l'inflation à 2%, 2% c'est sa cible d'inflation selon son mandat de politique monétaire, pour que la Fed parvienne à atteindre ce taux d'inflation-là, sur un an, il faudrait que l'inflation évolue d'un mois sur l'autre à un rythme de 0,17%. Retiens bien ce chiffre-là, ou si tu veux le simplifier, retiens 0,2%. Mais donc, par rapport à 0,2%, 0,3%, c'est toujours trop élevé comme rythme d'accélération de l'inflation sur un mois pour que la Fed parvienne à atteindre sa cible de politique monétaire, sa cible d'inflation de 2%. Donc, c'est mini parenthèse, mais du coup tu vois ici que sur un mois l'inflation est toujours trop élevée, même si les chiffres ne sont pas sortis plus élevés que prévu. Et puis sur un an, du coup on a des niveaux trop élevés, on a une stagnation de l'inflation sous-jacente et on a une réaccélération de l'inflation globale. Donc c'est pas une bonne chose. Bref, ça c'est les données qu'on avait eues dernièrement. Ok, donc c'est ce qu'on avait eu précédemment, donc avant cette semaine-ci. Ok, c'est ce qu'on avait eu au mois d'avril. D'accord ? Ces données-là, donc comme je te l'ai dit, certes on a une réaccélération de l'inflation, mais avec le ralentissement de l'activité, on a cette idée de se dire, l'inflation réaccélère, mais ça ne veut pas pour autant dire que la Fed ne pourra pas baisser ses taux, c'est peut-être juste une résurgence temporaire, etc. Bref. Maintenant pour parler de la semaine vraiment
en cours, donc je vais fermer ça, Pour parler de la semaine en cours, donc on a eu plusieurs données importantes, on a eu les données d'inflation de la zone euro, mais je vais surtout parler des États-Unis. Pour les États-Unis, il y a 3 données que j'aimerais analyser avec toi. On avait eu l'Employment Cost Index, donc l'indice du coût de l'emploi. C'est la mesure préférée de la Fed pour mesurer du coup le coût de l'emploi aux États-Unis, c'est un indice trimestriel. On a aussi eu du coup les données d'activité PMI, donc pour le secteur manufacturier et des services, mais ça je vais pas trop le regarder, parce que ce qui comptait vraiment, c'était la décision de politique monétaire de la Fed, c'était mercredi, ok, et le rapport sur l'emploi de vendredi. Donc pour revenir à mes graphiques, et je vais zoomer un peu plus, donc comme je te l'ai dit, la tendance de fond restait à la baisse pour l'euro. Okay. On avait ce recul des anticipations, bref, la tendance de fond est baissière pour l'euro. Même de façon générale, c'est plus intéressant de détenir du dollar que de l'euro, puisque les rendements liblés en dollars sont bien plus élevés. Les taux de la Fed sont plus élevés que ceux de la BCE, et la BCE risque de baisser ses taux avant la Fed. Donc à ce moment-là, avec une divergence de politique monétaire, c'est plus intéressant d'avoir des actifs liblés en dollars. Enfin, c'est plus intéressant de mettre son argent dans ce qui te rapporte des rendements US. Ok. Donc, la semaine démarre ici, je t'avais dit avec la barre bleue. Okay. Et je t'avais expliqué tantôt que, selon moi, du coup, on a un haut sur 4 heures ici, un bas sur 4 heures, et on est dans une phase de retracement. En début de semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à des niveaux Fibonacci. Donc c'est un outil d'analyse technique. J'utilise un outil très simple, comme ça, j'essaie de simplifier le plus possible ma stratégie. Donc du coup, les zones que tu vois ici, en fait, le gros carré gris, enfin rectangle gris, c'est les niveaux Fibonacci. Ça veut dire que ce niveau-là, c'est 50%, ça, c'est 61 pour 80%, et ça, c'est 78%. Okay. Et alors au-dessus c'est 100%, d'accord. Mais donc juste je les mets en zone, c'est plus facile pour moi à travailler, et comme ça donc quand le prix est dans cette zone là, ça devient peut-être très intéressant. Mais donc le plus bas, le niveau le plus bas du rectangle gris, pardon ici, c'est 50%. Donc on voit qu'au début de la semaine, donc le prix tournait autour de 50%, et il commençait à taper sur ce qu'on pourrait vulgairement appeler un support. Donc on voit qu'il y avait peut-être cette volonté de péter le prix à la baisse, mais qu'il n'y parvenait pas, ok. Comme je l'ai dit, enfin je ne l'ai pas encore dit, du coup je vais le dire, dans la tête des investisseurs, il y avait cette idée que, ok, on a retracé un peu le prix, on a complètement priced in une première baisse des taux en septembre, mais est-ce que, si cette semaine on observe une décision de politique monétaire hawkish, donc par exemple quelque chose comme Powell qui reconnaît que les taux d'intérêt Powell qui reconnaît que l'inflation est repartie à la hausse, qu'il y a cette crainte en fait que la résurgence des pressions inflationnistes empêche la Fed de baisser ses taux, peut-être même qu'il remet en doute la possibilité de baisser ses taux cette année, peut-être même qu'il met sur la table la possibilité d'augmenter encore les taux d'intérêt, donc de refaire un cycle de resserrement monétaire. S'il mentionnait tout ça, enfin en tout cas c'était dans la tête des investisseurs en début de semaine, ce serait baissier pour l'euro, d'accord. Donc on avait en début de semaine un billet qui était relativement baissier. Okay. Donc je t'ai dit tantôt que je voulais analyser 3 données, donc il y avait l'indice du coût de l'emploi, la décision de politique monétaire du FOMC et le NFP, le rapport sur l'emploi. La première data importante qu'on a eue dans la semaine, c'était l'indice du coût de l'emploi. Donc il est sorti, j'ai mis une flèche exactement à ce chandelier là, okay. Donc c'est le chandelier entre 11 et 15 heures, mardi. Et donc l'indice du coût de l'emploi, qu'est-ce qu'il nous a montré? Et c'est là où tu vas comprendre. Donc l'indice du coût de l'emploi a montré ici, je peux même l'ouvrir, hein, j'ai noté en détail, mais donc nous a montré que les coûts du travail ont augmenté plus que prévu au premier trimestre aux États-Unis, dans un contexte de hausse des salaires et des avantages sociaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que les employés ont demandé une hausse des salaires et que les employeurs leur ont attribué cette hausse des salaires, on a eu du coup un indice du coût de l'emploi, le coût de l'emploi dans l'économie qui était plus élevé. Le coût de l'emploi, le coût d'un travailleur, le coût ce que ça coûte à une entreprise pour embaucher quelqu'un était plus élevé. Le risque en fait quand l'indice du coût de l'emploi augmente, c'est que ces pressions salariales que les employeurs subissent se reportent sur l'économie à travers les prix des biens et services qu'elles vendent. Donc c'est quelque chose que j'explique souvent dans mes vidéos, mais si maintenant tu as tes employés qui te demandent une augmentation de salaire et que tu leur accordes cette augmentation de salaire, en tant que bon employeur, en tant que bon businessman, tu vas vouloir garder quand même tes profits. Mais donc si tu payes plus tes employeurs, tu rognes tes profits, tu vas gagner moins d'argent. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter le prix des biens et des services que tu proposes. Comme ça, tu compenses la hausse des salaires que tu as attribuée à tes employés par la hausse des prix des biens que tu vends. Comme ça, tu gagnes plus d'argent. Certes, tu en donnes plus à tes employés, mais du coup, comme tu en gagnes plus, ça compense et tes profits ne sont pas rongés par les pressions salariales. Mais donc, quand on observe une hausse plus importante que prévue des salaires, enfin en tout cas du coût de l'emploi dans l'économie,
c'est pas une bonne chose par rapport à la cible d'inflation de la Fed. Ça nous dit, bah tiens, peut-être qu'il y a des pressions inflationnistes dans l'économie qui vont revenir. Donc c'est pas une bonne chose et c'est ce qui a permis du coup à l'euro, ok, de se déprécier légèrement au début de semaine. Donc comme je te l'ai dit, si je devais observer le mouvement de la semaine entre les deux barres bleues, ce que tu as eu, c'est d'abord une baisse du prix et ensuite une hausse. Puis juste à la fin, parce qu'il y a de la vente, une mini-baisse. Mais donc globalement, on a eu un premier mouvement de baisse et un deuxième mouvement de hausse. Le premier mouvement de baisse peut essentiellement s'expliquer, parce que tu vois qu'il a démarré ici. Donc le plus haut du début de la semaine, c'est là. Et puis qu'il a terminé ici. Donc là, je prends le plus haut du début de la semaine, pas de la semaine, et du début de la semaine, c'est ce niveau-là. Et le plus bas de la semaine, mais aussi du début de la semaine, c'est ici. Et donc ce mouvement-là a été initié par la publication de l'indice du coût de l'emploi. Ok, donc c'était, pour être plus précis, à 14h30. Donc tu vois qu'à 14h30, du coup, c'est ce chandelier-là. Le prix a commencé à se déprécier. Et puis, toute la fin de la session de Londres, fin de la session de New York et pendant la session asiatique, il a continué à se déprécier jusqu'à un certain plus bas. Et à ce moment-là, on a commencé à se concentrer sur les décisions de politique monétaire qui allaient venir. Okay, donc, je vais me remettre sur 4 heures. Pour te situer dans la structure plus globale, l'idée que les pressions inflationnistes sont élevées dans l'économie à cause des salaires, bref, ce qu'on observe avec l'indice du coût de l'emploi, etc. Donc tout ça, ça a poussé un peu l'euro à la baisse. Pour ma part, d'un point de vue technique, j'observais du coup une première inversion au niveau de la tendance, non pas sur 4 heures, mais sur 1 heure, ce qui me suggérait qu'on avait potentiellement la fin du retracement sur 4 heures. Donc je t'ai dit, donc on a le haut 4 heures, on a le bas 4 heures, on a le retracement 4 heures. Ici, je me suis dit, tiens, peut-être, au niveau 50% Fibonacci, ça peut être un bon niveau, qu'on aurait la fin du retracement de 4 heures et une continuation à la baisse. Et donc j'avais, de nouveau, hein, comme ce que j'avais expliqué en début de vidéo, j'avais ma raison fondamentale, bah tiens, les pressions inflationnistes sont plus élevées, j'avais la possibilité que Powell tienne un discours restrictif, donc une deuxième raison, et peut-être même que le rapport sur l'emploi allait montrer une accélération des salaires, et donc troisième raison. Donc mon billet, en début de semaine, était baissier. Et ça a été confirmé par la technique, puisque du coup j'ai eu ce break à la baisse. Alors ce break à la baisse, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que quand on regarde du coup les flux dans les ordres du marché, on voit que on a de la vente, enfin tout le monde le voit. Puis vient un moment où, quand tu regardes le niveau ici, on a les acheteurs qui rentrent sur le marché, mais les vendeurs ne rentrent plus à ce niveau-là. Donc ils avaient vendu ici pour refaire une impulsion à la baisse, mais au lieu de revenir sur le marché pour continuer à vendre, on voit qu'ils ne sont plus là, donc ils sont sortis, et que les acheteurs ont pris le dessus sur les marchés. Et donc à ce moment-là, tu vois que le flux d'ordre sur les marchés, donc le flux d'ordre, c'est pas nécessairement l'order flow comme certaines personnes l'analysent d'un point de vue technique, parce qu'ils ont des outils, etc., graphiques pour analyser les flux d'ordre du marché. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt ici juste une explication un peu basique que je te donne pour comprendre l'idée derrière un mouvement de prix. Donc ici on voit qu'à ce moment-là, les acheteurs ont pris le dessus et sont re-rentrés, et puis le prix s'apprécie et redescend et sont re-rentrés, et tu vois du coup que le flux d'ordre est passé d'un flux baissier, un flux vendeur à un flux acheteur. Voilà, c'est une mini parenthèse. Mais donc ce que j'observais, attends, j'enlève tout ça, ce que j'observais ici, c'est que donc le flux d'ordre était haussier, et tu vois ici que donc les acheteurs re-rentrent, les acheteurs re-rentrent, les acheteurs re-rentrent. Ok, on tente de repousser le prix à la hausse, mais sans y arriver, et vient un moment où boum, le flux d'ordre devient baissier. À ce moment-là, je me dis, ok, bonne chose, et d'ailleurs après on ira voir les positions que j'ai prises par rapport à ça. À ce moment-là, je me dis, ok, c'est une bonne chose, on a terminé le retracement sur 4 heures, on peut commencer à aller chercher de la vente, ok, avec un mouvement qui a été initié par l'indice du coût de l'emploi et qui devrait se poursuivre avec l'addition de politique monétaire, ici, de la Fed. Sauf que ce que tu vois, c'est qu'après la Fed, le prix s'est apprécié. Il a tenté de redescendre après jeudi, on va peut-être vite voir pourquoi, mais finalement avec le NFP il est complètement parti à la hausse et donc le flux d'ordre a continué à être acheteur. La phase de retracement en fait que tu voyais ici s'est poursuivie. Ok ? Mais donc, maintenant que j'ai expliqué l'indice du coût de l'emploi, on va voir l'addition de politique monétaire. Pourquoi l'addition de politique monétaire a eu un effet haussier sur l'euro, ou plutôt pourquoi l'addition de politique monétaire a eu un effet baissier sur le dollar. Donc, on va parler de 3 choses. La première du coup c'est l'addition concernant les taux. Les taux ont été maintenus à 5,50%, je crois que j'ai pas besoin de l'expliquer pourquoi. De toute façon, je t'ai expliqué tantôt qu'on anticipe une première baisse des taux seulement en septembre. Donc pas de baisse de taux pour ce mois-ci, ça c'est ok. On a eu le statement et la presse conférence. Donc le statement c'est la déclaration de politique monétaire, la press conference c'est la conférence de presse qui est donnée après la décision de politique monétaire où Jérôme Powell répond à des questions, etc. Donc déjà le statement, une fois qu'il est sorti, a permis à l'euro de s'apprécier un peu, donc il a donné un petit coup au dollar. Alors pourquoi? C'est parce qu'en réalité, tu te souviens de toutes les anticipations dont je t'ai parlé, de oui, peut-être que les investisseurs veulent, les investisseurs repoussent leurs anticipations, on se dit, bah tiens,
les taux vont baisser plus tard dans l'année, en septembre, etc. Je t'ai aussi expliqué que maintenant, pour que l'euro se déprécie davantage, il faut un nouveau catalyseur, un nouveau truc qui nous dit, ok, en fait, la juste valeur de l'euro, c'est pas 1,06, c'est même plus bas, parce qu'on pourrait baisser les taux encore plus bas, et donc il y aura un différentiel de taux d'intérêt entre ceux de la Banque Centrale Européenne et de la Banque Centrale Américaine encore plus grand. Sauf que ce catalyseur, on l'a pas eu. Parce que dans le statement, déjà, certes, les responsables des politiques monétaires ont reconnu que l'inflation était repartie un peu à la hausse en début d'année, mais sans pour autant suggérer, donc deux choses, sans pour autant suggérer que on pourrait relever les taux, donc ne même plus envisager une politique accommodante, mais une politique restrictive où on va réaugmenter les taux, donc ça ils l'ont pas mis, et aussi en précisant, enfin même en précisant du coup qu'il n'y aurait pas ça, et aussi en précisant que si les progrès de l'inflation continuent dans la bonne direction, on pourrait baisser les taux. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de surprise restrictive. Et donc que les mouvements sur le marché, la plupart du temps, ça se passe comme ça, c'est le fameux buy the rumor, sell the news. Ça veut dire achète la rumeur. Donc par exemple, tu achètes ici, oh il y a une rumeur comme quoi, je sais pas moi, telle entreprise va avoir un meilleur chiffre d'affaires. Imaginons on parle des indices, ok. Telle entreprise va avoir des très bons résultats pour ce premier trimestre. Le prix monte, le prix monte, le prix monte. La donnée sort. Soit les résultats sont très bons, et alors on se dit, on avait raison et on vend. Soit les résultats sont encore meilleurs que prévu, et alors du coup on continue d'acheter. Soit du coup les résultats déçoivent, et alors à ce moment-là tout le monde vend. Mais les gens auront quand même pu profiter du mouvement anticipatif. Et donc c'est vraiment ça qui s'est passé ici, c'est que on a l'euro qui se déprécie en anticipation du coup du recul des anticipations. Oui. Et puis du coup, à défaut d'avoir un catalyseur supplémentaire, l'euro s'apprécie, c'est le fameux buy the rumor, sell the news. Et quand la news, qui est du coup la décision de politique monétaire de la Fed, sort, il n'y a pas de surprise. Ce qu'ils ont annoncé, tout le monde s'y attendait. Les pressions sur les prix sont trop élevées, peut-être qu'on devra garder les taux restrictifs plus longtemps, et voilà. Et donc il n'y a pas eu de... La nouvelle, si on devait parler en termes de chiffres, tu vois par exemple sur Forex Factory, quand tu regardes les datas, tu vois parfois ça sort en vert, en rouge ou en noir. Quand c'est en vert, c'est plus élevé que prévu. Quand c'est en rouge, c'est plus faible que prévu. Et quand c'est en noir, c'est comme prévu. Ce qu'on a eu ici, c'est comme si la data était sortie en noir. Pas de surprise plus élevée que prévu, pas de raison d'acheter davantage du dollar. Et donc à défaut d'une surprise, les gens ont simplement vendu le mouvement anticipatif qu'ils avaient acheté. Enfin, oui, du coup, c'est correct. Bref, donc je continue. Donc ça, c'est pour l'édition de politique monétaire. Mais ça, c'est que le statement. Après, lors de la conférence de presse, Powell a dit plusieurs choses intéressantes. Je pourrais peut-être même les passer en revue. Pendant la conférence de presse, Powell a dit plusieurs choses intéressantes qui nous donnent des infos sur la trajectoire des taux à venir de la Fed. Donc, par exemple, il faudra plus de temps prévu pour que les décideurs politiques soient convaincus que l'inflation reprendra la baisse vers 2%. Ça, c'est évident. Mais ici, donc, on voit... Donc ici, j'ai noté... L'inflation est encore trop élevée. Jusque-là, tout va bien. De nouveaux progrès dans la réduction de l'inflation ne sont pas garantis. La voie à suivre est incertaine. Donc là, déjà, on peut se dire, mais tiens, c'est un discours quand même assez hawkish. Et puis, il a gardé son discours classique en disant, par exemple, si l'inflation s'avère plus persistante que prévu, voilà, mais que l'inflation évolue, ce serait un cas où il serait approprié d'attendre avant de réduire les taux. Mais encore une fois, c'est conditionnel, c'est ce serait, c'est pas d'office. Il y a des voies pour ne pas réduire les taux, il y a des voies pour les réduire. Malgré l'incertitude de la situation économique, ok, le fait que Powell ait qualifié les hausses de taux d'improbables, et c'est ça le point sur lequel je voulais rebondir, c'est que il a clairement dit que il n'y aurait pas une reprise d'un cycle de resserrement monétaire, ça non. Et comme on s'attendait à la possibilité qu'il n'y ait aucune baisse des taux cette année, voire même une reprise des hausses de taux, c'est un peu un soulagement pour les investisseurs. C'est un soulagement en tout cas pour ceux qui investissent sur les indices. Parce qu'ils se disent, ok, on peut continuer notre phase haussière. Ok. Donc, ici, par exemple, il y a un analyste qui détaille, mais en gros, voilà, le message de base était que les réductions étaient retardées et non pas déraillées. Donc, là où on commençait, donc certains investisseurs commençaient à avoir à l'esprit la possibilité qu'il n'y ait aucune baisse cette année, donc un scénario clairement hawkish, eh bien, la conférence de presse a confirmé que ça n'arriverait pas. Il y aurait probablement une baisse des taux cette année, simplement pour l'instant, les progrès sur l'inflation ne sont pas encourageants. Ok, j'espère que j'ai été clair, peut-être c'était un peu brouillon, mais si jamais, simplement, tu peux aller regarder plein d'articles sur la décision de politique monétaire de la Fed. Reuters, c'est un bon site, ING Think aussi. Mais bref, donc je continue. Ça, c'est pour la décision de politique monétaire de la Fed. Mais tu vois que malgré donc, cette petite hausse qu'on a eue à la suite de cette décision, le prix n'est quand même pas repassé au-dessus du plus haut qui avait été fait la semaine passée. Okay, ça veut dire que, donc, je t'ai dit, le flux d'ordre est acheteur. Pardon, le flux d'ordre est acheteur, ok, cool. On a eu un flux d'ordre vendeur à partir au début de la semaine. Et malgré le fait que le prix remonte, il n'a pas réussi à percer le précédent haut. Donc on est toujours en fait sur, certes, si on regarde à plus grande échelle,
tant qu'on ne pète pas ce bas, on reste dans un retracement, mais l'idée c'est de se dire, peut-être que cette inversion du flux d'ordre à plus court terme sur une heure est toujours valable. Peut-être que le prix peut continuer comme ça et finir par venir passer. Donc à ce moment-là, on se dit pas nécessairement, tiens, il faut partir à l'achat. Même si, et d'autant plus que, comme je l'ai dit, la décision de politique monétaire était globalement hawkish. On n'a pas eu de surprise, mais la décision était hawkish. Il n'y a pas eu de... Enfin, c'était pas dovish. Ça a été interprété comme tel, comme moins hawkish que prévu, ou comme légèrement dovish, mais c'était pas dovish en tant que tel. Ce qui a vraiment mis un coup, du coup, à l'euro, au dollar, et donc du coup a permis à l'euro de s'apprécier, c'est le rapport sur l'emploi. Donc le rapport sur l'emploi, qu'est-ce qu'il nous a montré, et là je vais aller très rapidement parce que ça, il n'y a pas besoin d'y passer 10 000 ans dessus, un ralentissement plus important que prévu de la masse salariale, 175 000 plutôt que, on avait 243 000 prévus, 315 000 précédemment, un ralentissement de la croissance des salaires à 0,2% et une hausse du taux de chômage à 3,9%. Je te la fais court, je te la fais simple, mais globalement c'est un ralentissement du marché du travail. Ralentissement du marché du travail plus ralentissement de l'activité aux États-Unis, c'est ce qu'on observe du coup depuis plus ou moins la mi-avril. C'est des signes qui nous disent, tiens, peut-être qu'une baisse des taux en septembre c'est bien, mais pas au-delà. Donc l'idée qu'on avait de se dire, peut-être qu'on ne baisserait pas les taux cette année, elle est complètement priced out, elle est complètement, non, on va baisser les taux cette année, et probablement en septembre. Mais donc, si tu devais vraiment retenir quelque chose de tout ça, c'est que les mouvements du marché sont vraiment anticipatif, dans le sens où on va trader les rumeurs, on va pas trader les nouvelles en tant que telles, ou en tout cas on va trader la rumeur et lorsque la nouvelle sort, on va y réagir, on va ajuster nos positions, les clôturer, les augmenter, etc. Et quand tu vois ceci, tu comprends bien que on traite pas vraiment la réalité, mais on va trader les anticipations du marché, on va traiter le reflet de la réalité qui nous est fourni à travers les données, à travers les discours de politique monétaire, à travers le sentiment des investisseurs. Et donc ce qu'on a vraiment observé cette semaine, c'est tiens, un début de semaine, si vraiment là je devais te le résumer, c'est un début de semaine où on avait un potentiel retournement du prix et une poursuite à la baisse de la tendance sur 4 heures. Mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi ? Parce que Powell a un peu déçu lors de la conférence de presse. Il a tenu un discours certes restrictif, mais il n'y a pas eu de catalyseur hawkish, il n'y a pas eu de surprise à la hausse, surprise restrictive, ce qui du coup a poussé les investisseurs à sell the news. Et par la suite, du coup, on a eu le rapport sur l'emploi qui a vraiment mis un coup au dollar et a permis à l'euro de s'apprécier jusqu'à plus ou moins 1,08. Et donc, quelque part, continuer sa phase de retracement. La vision globale, tant qu'on ne pète pas ce haut ici en 1,088, 1,09, on reste sur une tendance baissière 4 heures. Mais en tout cas, à court terme, la phase de retracement se poursuit parce que le rapport sur l'emploi a montré une détérioration du marché du travail. Et à ce moment-là, du coup, ça nous signale clairement que, une baisse des taux en septembre est justifiée. Il n'y a pas besoin de repousser davantage les anticipations du marché concernant la première baisse des taux de la Fed. Et donc, l'euro peut se réapprécier. Une dernière chose que j'aimerais préciser, mais je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas spécialisé sur les économies asiatiques, mais il y a aussi le Japon, donc les autorités japonaises qui, on le pense, commencent à intervenir sur les marchés pour permettre à leur devise, donc le yen japonais, de se réapprécier face au dollar. Le USD-JPY, pour certaines personnes qui le regardent, le USD-JPY a perdu énormément de valeur, a gagné énormément de valeur, mais donc le yen japonais s'est énormément déprécié face au dollar. Ce qu'on appelle les interventions des autorités japonaises, c'est quand la banque centrale au Japon va intervenir par des opérations sur le marché pour du coup acheter ou vendre des liquidités et permettre à leur devise de s'apprécier ou se déprécier. Et ici ce qu'on a observé, c'est, ce qu'on pense en tout cas, parce qu'elles ne vont pas l'annoncer officiellement, mais ce qu'on pense c'est que les autorités japonaises ont acheté du yen pour le faire se réapprécier face au dollar, et donc quand tu regardes le USD-JPY, il a perdu énormément de valeur. Et donc forcément il faut comprendre que tous ces marchés sont liés entre eux, c'est pas tiens un actif est complètement isolé, non, c'est les marchés sont interconnectés. Si tu vois que l'USD-JPY se déprécie énormément, il faut bien que cet argent aille quelque part. S'il y a une vente massive de dollars, déjà tu vas l'observer sur le DXY, donc là, c'est le dollar qui est mesuré par rapport à un panier de devises de référence, tu vas l'observer sur le dollar, mais il faut bien que cet argent aille quelque part. Et ça expliquerait notamment pourquoi le dollar a pris si cher cette semaine, même si la décision de politique monétaire était relativement restrictive. Et ça peut donc s'expliquer par tous ces flux monétaires, on va dire, du coup le fait que l'argent soit alloué dans différents actifs, et que du coup l'USD-JPY a perdu pas mal de valeur. Bref, c'était long, c'était long. Mais j'espère que maintenant, du coup, tu comprends un peu mieux les mouvements de prix sur l'euro-dollar. J'ai essayé de les expliquer pour une fois d'un point de vue fondamental, mais aussi d'un point de vue technique. Alors bon, j'en suis resté au très simple avec la technique, mais au moins tu comprends un petit peu pourquoi le prix bouge dans un sens ou dans un autre.
même si la technique, quelque part, est la finalité, dans le sens où tout ce qui se passe d'un point de vue technique est le reflet du fondamental. Et donc, quelque part, tu pourrais même ne pas passer par le fondamental et juste directement t'attarder sur la technique, puisque la technique intègre tout ce que j'ai expliqué là. Tu pourrais très bien te dire, bah, tiens, je vois ici que la phase de retracement s'est poursuivie. Moi, je te donne une raison fondamentale derrière, mais que tu la connaisses ou pas, ça change rien. D'un point de vue technique, l'euro, par exemple, ici, a percé le plus haut précédent, enfin le plus haut de la semaine précédente. Même s'il avait commencé à donner des signes d'inversion à la baisse en début de semaine, ça a été invalidé. Et d'un point de vue technique, tu pourrais le dire, sans avoir peut-être la raison fondamentale derrière, mais ça n'empêche que tu pourrais quand même trader là-dessus. J'aime personnellement avoir toujours la raison fondamentale derrière, ça m'aide à avoir une meilleure vision des marchés, dans le sens d'une vision plus claire. Okay. Mais donc voilà, j'espère qu'avec ça, tu comprends... les mouvements de prix pour cette semaine. Maintenant, on va aller regarder du coup mes positions. Donc j'en ai pris 2 cette semaine. Je vais juste te les afficher. Donc j'en ai pris 2 cette semaine. Je ne vais pas réexpliquer la raison fondamentale derrière parce que je pense que tu as bien compris par exemple pourquoi j'allais chercher de la vente en début de semaine. Donc j'ai d'abord pris une position de vente en début de semaine qui s'est plutôt bien passée. J'ai fermé à peu près 50% de ma position. C'était où? C'était plus ou moins ici, je crois. J'ai fermé 50% de ma position. Puis j'ai laissé tourner le reste. Malheureusement, comme tu le vois, pour les raisons que j'ai expliquées, l'euro a fini par s'apprécier avec la décision de politique monétaire de la Fed. Et puis, je me suis fait sortir avec le NFP. Non, je me suis même fait sortir avant parce que j'avais un peu déplacé mon stop. Et donc, je me suis fait sortir avec la décision de la Fed. Et puis par la suite, une petite erreur peut-être, ça a été de scale in. Ça veut dire rajouter à ma position, ça veut dire prendre un add-in. Mercredi, juste avant la décision de politique monétaire. Pourquoi? Parce que je m'attendais vraiment à une surprise hawkish, à ce que Powell reconnaisse les progrès insatisfaisants sur l'inflation, qui nous dise quelque chose dans son discours de politique monétaire, qui nous pousse du coup à vendre davantage l'euro, à acheter davantage le dollar. Ça n'a pas du tout été le cas. Les investisseurs ont interprété ça comme dovish, et ça a poussé le prix à s'apprécier. Après, c'est pas grave, car globalement sur la semaine, je finis en positif. Les profits partiels que j'ai pu prendre ici et la sortie, je crois que je sais plus si je suis sorti au break-even ou légèrement en profit, mais du coup ces profits-là ont compensé la perte ici, et donc j'ai un chiffre légèrement positif pour la semaine. Mais c'est quand même dommage d'avoir pris une telle position, d'autant plus que ce qui aurait été intelligent, c'est du coup de short ici, peut-être de verrouiller complètement les profits, de fermer sa position avant la décision de politique monétaire, et puis du coup de racheter après la décision de politique monétaire de la Fed. Okay. Voyant du coup que, comme je l'ai dit, le statement a été hawkish certes, mais moins hawkish que prévu, la conférence de presse aussi, et donc de racheter pour ensuite profiter du NFP, qui avait de fortes chances de sortir mauvais si on regarde déjà les données préliminaires qu'on avait sur l'emploi et qui étaient issues d'autres enquêtes qui sont publiées avant le PMI, avant l'ISM, avant le NFP, pardon. Ok, mais donc voilà. Alors bon, après, je pourrais les décortiquer davantage, ces positions, t'expliquer exactement d'un point de vue technique pourquoi je les ai prises, etc. Mais je pense que ça n'a pas grand intérêt. Ce que j'aime bien souvent regarder, en fait, c'est plutôt la raison pour laquelle j'ai pris ma position et est-ce que ça avait du sens. Par exemple, ici, le short, c'est pas qu'il n'avait pas de sens, mais disons simplement que il n'est pas passé parce que fondamentalement, ça pouvait pas passer. Fondamentalement, l'euro se devait de s'apprécier, vu les données qu'on a eues, et donc ça pouvait pas passer. C'est comme si tu me dis, tiens, j'ai short avant le NFP, et sachant que le NFP est beaucoup plus faible que prévu, forcément l'euro allait s'apprécier. Si maintenant tu me dis, en fait j'ai acheté avant le NFP, imaginons à la session de Londres du vendredi matin, tu as acheté parce que tu anticipais un ralentissement du marché du travail, ça fait déjà plus sens fondamentalement, parce qu'alors à ce moment-là, l'euro s'apprécie. Ok, mais donc voilà, donc ça c'est pour les positions que j'ai prises. Au total, je sais pas si j'ai le chiffre sous les yeux. Attends, je regarde ça vite. J'ai pas le chiffre sous les yeux pour te dire combien j'ai fait cette semaine. Mais globalement, j'ai quasi break-even en fait. Je t'ai dit, j'ai fini la semaine en positif, mais c'est que quelques dollars. Donc au final, c'est quasi break-even. Mais disons simplement que les gains que j'ai pu encaisser sur la première position ont compensé la perte de la seconde position. Ça me dérange pas tant que ça, sachant que pour une fois, cette semaine, j'ai respecté mon plan, j'ai respecté ma stratégie, cette position avait du sens fondamentalement et techniquement. Celle-ci était un peu plus agressive, mais voilà, elle passe ou elle casse. Comme du coup le fondamental a invalidé ma position, je suis sorti, tout simplement. Enfin, quand le fondamental invalide la position, la technique aussi invalide la position. Donc je pourrais dire aussi, la technique a invalidé ma position, mais dans les deux cas, en fait, ça revient au même. Ma position a été invalidée parce que le scénario sur lequel elle se basait était faux. Enfin, en tout cas, n'était... parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance, mais au moment où il s'est produit, était faux. Donc elle n'est pas passée. Alors maintenant, j'aimerais juste terminer avec... Attends, parce que... je prends ça. J'aimerais juste terminer avec où j'en suis. Au niveau de ma propre firme. Donc, pour te mettre un peu en contexte, comme je l'ai fait au début de la vidéo avec le fondamental, donc je suis sorti de ma période de drawdown il y a longtemps, il y a quasi un mois. Et depuis, du coup, enfin, même avant de ressortir de ma période de drawdown, d'ailleurs, je vais peut-être
Attends, je vais essayer de... Voilà, je vais te mettre mon PNL, ça va être plus facile pour parler. Bam, bam, et je te remets l'écran en fait. Donc ça c'est mon PNL sur mon compte que j'ai ouvert en juin. Donc ça c'est au mois de juin, le début ici. Donc là ça fait depuis pratiquement un an. Le mois prochain ça fera un an que j'ai mon compte de PropFirm qui est ouvert. Et donc bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage, etc. J'ai jamais fait sauter mon compte, mais la route était un peu chaotique, on va dire. Et puis j'ai touché un plus bas, enfin qui avait déjà été touché, donc le plus bas ici plus ou moins moins 2%, j'ai touché un plus bas en... c'était aux alentours du mois de janvier je crois, ouais c'était en janvier, donc cette petite période là c'est aux alentours du mois de janvier, donc j'ai touché un plus bas, et j'ai commencé à vraiment remettre sérieusement mon trading en question, j'ai essayé de m'améliorer, etc. Enfin bref, je pense que c'est tout ce qu'on fait en fait, on trade, on fait des erreurs, on perd de l'argent, et puis du coup on va revoir, on va se remettre en position d'étudiant, on va réétudier, on va réapprendre, et puis on revient sur les marchés un peu meilleur, et puis c'est un cercle sans fin jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien dans le sens où j'apprends de mes erreurs, j'arrête de faire en fait tout ce qui me poussait à avoir un trading très erratique, très montagne russe, tu vois. Et donc tu vois du coup que depuis janvier, ma courbe de croissance monte assez bien. J'ai une petite phase de stagnation ici. Ok, bon là comme ça on dirait pas que c'était long, mais c'était pratiquement un mois. Un mois où mon compte était bloqué dans cette range. Même en fait la range est même plus grande, ok. Un mois où mon compte était bloqué dans cette range. Et puis finalement j'ai pu breakout, si on veut parler en termes de trading. Et là maintenant ça se passe plutôt bien. La semaine en cours, c'est ce que tu observes ici. Donc tu vois que le fait d'avoir pris des profits partiels, d'avoir déplacé mon stop, etc. sur la première position m'a permis de monter. Donc je suis monté du coup à peu près 25 500 $ de capital. Et puis je suis redescendu un tout petit peu. Et globalement du coup là j'ai le même... mon compte n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Donc tu vois ici que je suis sur un plateau, on va dire. Après d'une très bonne semaine d'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé en vidéo. Mais bref, donc ça c'est plus ou moins où j'en suis au niveau de mon compte de PropFirm. 25 500 $, plus ou moins où j'en suis. Ça représente 2% à peu près. Donc je suis entre 1,5 et 2% de profit. Et je dois atteindre 6%, donc le 26 500 $ ici. Ok, donc il me reste encore un peu de chemin à faire. Je dois atteindre 6% du coup pour valider mon premier challenge. Ok. Quelque part, et là c'est plutôt un message personnel, je suis très content parce que j'ai... en tout cas, cette courbe de croissance me plaît beaucoup plus que la gueule qu'avait mon trading avant. Tu vois, si on est honnête, bon, là je t'avoue, je savais pas trader. Enfin, c'était plus de la chance. Puis là, j'ai commencé à prendre des bonnes positions. J'ai eu un bon mois de trading dans le sens où mes positions faisaient déjà plus sens fondamentalement, mais j'avais une mauvaise gestion des trades, j'avais une mauvaise gestion de risque et une mauvaise psychologie qui m'a amené à tout perdre. Genre littéralement, tout ce que j'avais fait, tout perdre. Et puis, tu as ce déclic de se dire, bon, ok, là, t'as fait de la merde et tu te reprends. Mais donc là, je suis content parce que il faut pas voir ça en termes de oui, mais tu pourrais peut-être remonter et puis redescendre, etc. Il faut plutôt voir ça en termes d'apprentissage. Et la réalité, c'est que si ma courbe de croissance monte comme ça, c'est parce que je fais particulièrement attention à ne pas reproduire toutes les erreurs que j'ai faites par le passé. Et puis aussi, comme je l'ai dit, il faut voir ça en termes d'apprentissage, mais de temps. Et ça fait depuis du coup... Comme je t'ai dit, mi-janvier. Donc le plus bas, c'était à peu près mi-janvier. Et là, du coup, on est le début mai. Donc ça fait février, mars, avril. Ça fait plus de 3 mois que mon trading est correct. En tout cas, prudent. Que j'arrête de faire des erreurs qui me font des baisses comme ça. Enfin, tu vois, la gueule du truc, quoi. Ça, c'est destructeur, tu vois. Ici, j'ai eu une baisse assez conséquente. Enfin, elle paraît toute petite, hein, comparée aux autres, ok. Mais cette baisse-là, quand même, j'ai une bonne gestion des risques, mais c'était pas du mauvais trading, mais ça m'a fait un coup, tu vois. Mais comparé à ce que j'avais avant, c'était terrible. Mais donc, je suis quand même assez content. Bon, là, je te le présente graphiquement. Ce serait intéressant de peut-être regarder carrément les positions, les trades, mais ce serait encore une vidéo hyper longue, mais... Du coup, je suis quand même assez content parce que ma courbe de croissance ressemble déjà à quelque chose de plus clean. Enfin, si... Ouais, non, c'est un peu débile ce que je vais faire là. J'allais dire, si maintenant tu te dis qu'il y a une ligne de tendance, etc., c'est comme si tu rebondissais dessus, et donc j'espère pouvoir continuer à monter comme ça. Mais si maintenant je devais juste donner quelques leçons que j'ai apprises ces derniers mois par rapport à tout ça, en fait, à toute cette expérience, à toute cette aventure, je dirais que les phases que je t'ai expliqué juste avant, donc cette phase où tu trades, tu fais des erreurs, tu comprends tes erreurs, tu les corriges. Tu trades, tu fais des erreurs, tu comprends tes erreurs, tu les corriges. Et bien c'est vraiment quelque chose de très important, ce cycle éternel où tu pratiques comme si tu savais déjà trader, comme un trader professionnel. Tu pratiques ce que tu as appris, ok, tu fais ce que tu as appris à faire. Et puis vient un moment où tu feras des erreurs parce que tu n'es pas encore un trader rentable. Peut-être que tu l'es déjà, mais pour ma part, je ne le suis pas encore. Et donc du coup, je fais des erreurs, ok. C'est très important de mettre son ego de côté et de se rendre compte qu'on est encore un apprenti, qu'on est encore en train de... Ouais, on est un étudiant, c'est un peu le nom un peu de toute cette chaîne. Enfin, c'est pas le nom de la chaîne, mais t'as capté, étudiant à trader pro.
de se rendre compte de ses erreurs, mettre son ego de côté et se dire ok, je vais retourner dans mes livres entre guillemets et étudier. T'étudies, tu vois ce que t'as mal fait, et puis tu reviens sur les marchés meilleurs, avec des nouvelles connaissances, avec des nouvelles compétences. Si tes erreurs étaient psychologiques, tiens, t'as peut-être lu un bouquin de psychologie de trading, t'as fait des exercices sur toi-même, bon c'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Et tu comprends un peu mieux ta psychologie de trading, comment mieux aborder les marchés. Tu reviens meilleur. Tu vas peut-être encore faire des erreurs, mais ce sera moins qu'avant. Si maintenant c'est des problèmes techniques, tu retournes dans ton plan, tu regardes ta stratégie, tu te dis, tiens, peut-être que je suis pas assez rigoureux dans l'application de ma stratégie, j'ai peut-être besoin de revoir. Tiens, mes entrées sont pas très précises. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup de plus ou moins, il n'y a pas assez de clarté dans mon plan de trading, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une vidéo sur critique mon plan de trading. J'ai encore, notamment, des choses à apprendre au niveau de ma stratégie, de l'application de ma stratégie. Donc j'avais demandé des conseils à la chaîne, à la communauté, et ça m'a beaucoup aidé, je suis en train de travailler là-dessus. Pour justement améliorer ma technique, on va dire, mon analyse technique. Et voilà. Au niveau fondamental, imaginons que tu veux implémenter le fondamental dans ton trading, tu te dis, tiens, j'y connais quelques trucs, mais mon niveau en fondamental n'est pas assez poussé, je suis pas satisfait. Alors à ce moment-là, tu peux retourner dans les bouquins, retourner sur des sites, des ressources pour apprendre l'analyse fondamentale et améliorer ce niveau-là dans ton trading. Si c'est au niveau de la gestion des risques, ça par exemple, c'est quelque chose que je dois aussi travailler. En ce moment, j'essaie de lire pas mal d'ouvrages, enfin pas des livres, mais des ressources sur la gestion des risques pour mettre en place une meilleure stratégie de gestion des risques parce que j'en ai jamais vraiment eu jusqu'à présent. Je gère bien mon risque, mais ça ne veut pas pour autant dire que j'ai une bonne gestion des risques. C'est pas la même chose. Tu peux très bien gérer ta psychologie de trading, mais ça ne veut pas pour autant dire que, je sais pas moi, tu as lu des bouquins de psychologie de trading, etc. C'est peut-être juste comme ça. Donc, comme j'ai une approche assez prudente des marchés, il y a des gens, ils sont risk takers, il y a des gens, ils sont très agressifs sur les marchés. Ils font des gains conséquents, mais ils perdent aussi beaucoup. Dans ma personnalité, de façon générale, je suis quelqu'un d'assez prudent. Je prends des risques, mais des risques calculés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu vois sur ma courbe de croissance ici, que je suis jamais descendu en dessous de 24 500. Enfin, bon, peut-être un tout petit peu ici, mais tu as compris l'idée. Je suis jamais descendu en dessous de moins 2%, alors que tu as des gens qui se mangent un moins 2% en un trade. Tu vois, c'est ma manière d'aborder les marchés, ça veut pas dire que c'est la bonne façon de faire, c'est peut-être même la mauvaise façon de faire, peut-être que je devrais remettre ça en question, peut-être que la raison pour laquelle j'arrive pas à dégager des gains suffisamment conséquents pour rejoindre ma cible de profit 26 500 $, c'est parce que je risque pas assez par trade, enfin bref, c'est des questions que je me pose en ce moment. Mais donc, juste si tu devais retenir un message de cette petite fin de vidéo, c'est que passe par ces phases-là, où du coup, tout le nom en fait de cette chaîne YouTube, c'est étudiant à Trader Pro. Okay, enfin, le nom de cette série, c'est étudiant à Trader Pro. Ce que tu veux faire pour devenir Trader Pro, c'est alterner entre le rôle d'étudiant et de Trader Pro. Tu mets ta casquette de Trader Pro quand tu abordes les marchés, genre littéralement, quand tu es devant tes graphiques et que tu trades, tu dois te considérer comme un Trader Pro, comme si tu l'étais déjà. Tu fais tout de la façon la plus professionnelle possible, puis tu vas faire des erreurs, ça viendra, tu feras des erreurs, ça ne veut pas dire nécessairement perdre des trades, tu peux très bien gagner un trade, gagner de l'argent et faire une erreur dans ce trade. Ou à l'inverse, tu peux très bien perdre de l'argent, perdre un trade mais ne pas faire d'erreur. Donc c'est pas lié au résultat que tu fais, non, on parle juste des erreurs et c'est pour ça que c'est important de savoir s'observer et observer son comportement. Tu vas faire des erreurs qui, sur le long terme, t'empêchent d'être rentable. Si tu veux être rentable, si tu veux être un trader pro, tu dois éliminer ces erreurs, ne plus faire d'erreurs. C'est d'ailleurs une notion qui est abordée dans Trading in the Zone de Mark Douglas, mais aussi dans un autre livre que j'ai plus lu depuis longtemps. C'est Trading... Attends, c'est quoi le nom? C'est Trading Behind the Matrix de donc V-A-N espace K, la lettre K, et puis Tharp, T-H-A-R-P, Trading Behind the Matrix. Il explique que pour vraiment être un trader rentable, tu dois éliminer la majorité, genre plus de 90% de tes erreurs en trading. Et ce qu'il appelle les erreurs, c'est ces choses que tu fais, mais qui ne sont pas, comme j'ai dit, une perte nécessairement, mais simplement une erreur, une déviation par rapport à ton plan de trading, par rapport à ta stratégie, ta gestion des risques, ta psychologie, etc. Mais donc, viendra un moment où tu feras des erreurs, tu te dois de revenir à l'état d'étudiant, donc t'enlèves ta casquette de trader pro, tu dis ok, là j'ai joué un peu le jeu du trader pro, maintenant je vais remettre ma casquette d'étudiant, et je vais aller voir ce que j'ai mal fait. Pourquoi, là, j'ai essayé d'être un trader pro, mais je me suis mal comporté en trading. Un chouette livre par rapport à ça, d'ailleurs, c'est The Inner Game of Tennis, je vais te le montrer. Hop. C'est un très chouette livre, tu vas me dire, ouais, c'est quoi le rapport avec le tennis? Alors le livre parle du tennis, enfin parle pas du tennis, il utilise le tennis un peu comme une métaphore pour justement parler de ce jeu intérieur, de comment devenir quelqu'un de professionnel dans un domaine. Et c'est vraiment ce que tu as envie de faire, c'est de réussir à t'observer suffisamment que pour trouver les erreurs que tu fais et qui t'empêchent d'être un joueur professionnel. Mis à part le livre, du coup, l'idée ici c'est que une fois que tu as mis ta casquette de trader pro, ok, que tu as fait tes erreurs, tu l'enlèves, tu regardes tes erreurs et tu essayes de te corriger. Et tu fais constamment ce process, ok, de pratiquer, faire des erreurs, corriger mes erreurs. Pratiquer, faire des erreurs, corriger mes erreurs. Et au fil du temps, en fait, tu vas t'améliorer. Je pense que même si maintenant tu fais un mini exercice, ferme les yeux, ok. Tu fermes les yeux et tu
tu essaies de te souvenir de où est-ce que tu en étais dans le trading il y a 3 mois. Comment est-ce que tu tradais? Ou à la limite, même si tu as du mal à le visualiser, retourne dans tes historiques de trading, si tu as un portefeuille, un portfolio, bref. Reprends ton journal de trading et regarde les positions que tu prenais il y a 3 mois. Genre vraiment fais l'exercice. Souvent on regarde nos positions il y a quelques semaines, etc. pour les revoir. Mais remonte vraiment il y a 3 mois, 5 mois, 6 mois. Et regarde une page dans laquelle tu as pris un trade et tu as peut-être expliqué, bah tiens, j'ai pris cette position pour X ou Y raison, blabla. Et tu regardes le trade et tu le backtest et tu regardes pourquoi tu l'as pris. Tu vas te rendre compte que tu t'es amélioré. C'est impossible que tu ne te sois pas amélioré. Tu t'es d'office amélioré. Tu vas même peut-être même rigoler et te dire, punaise, c'était ça mon niveau, etc. Ça m'arrive parfois. Mais du coup, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ça, si tu as progressé, c'est parce que tu as fait cet exercice peut-être inconsciemment de je pratique, puis après, je revois mes erreurs. Je pratique, je revois mes erreurs. Je pratique, je revois mes erreurs. Et à force de faire ça, on finira, toi comme moi, je pense, si on tient suffisamment longtemps là, dans ce game, on finira par être rentable. Par être trader rentable. Parce que c'est impossible de progresser éternellement vers une cible sans jamais l'atteindre. Si je te donne une bête métaphore, si tu marches dans la même direction pendant suffisamment longtemps, tu finiras forcément par atteindre une destination. Même si tu marches dans le désert, tu peux marcher des centaines, peut-être même, je sais pas, des milliers de kilomètres, tu finiras par atteindre une destination. Pendant tout ce temps-là, tu auras la traversée du désert, ce sera dur et tu vas pas réussir tes projets, mais il y a autre chose que le désert. Tu sais bien, toute la Terre, c'est pas le Sahara, tu vois. Il y a autre chose que le désert. La question, c'est est-ce que tu peux survivre assez longtemps dans ce désert que pour atteindre la destination? Ça, c'est encore un autre problème. C'est plus psychologique. Mais il y a cette destination à la fin. Simplement, tu dois être stratégique et marcher dans une direction claire. Parce que si maintenant, je vais prendre j'aime bien faire ça aussi. Prendre un tableau blanc et commencer à faire des dessins. Je pense que ça aide à structurer les idées. Si maintenant, ok, toi t'es là, et c'est mon cas aussi. Donc nous on est là, ok. Je vais mettre une belle flèche rouge. Hop là, nous on est ici. Et notre objectif de devenir trader pro, il est ici, ok. Donc ça c'est pro. Bon, ça c'est le but. Bien évidemment, le chemin c'est jamais comme ça. Tu vas un peu par là. Puis par là, tu penses que la solution elle est vers là-bas, et puis ah non en fait elle est vers là-bas, et tu te balades, parfois tu reviens en arrière, etc. et tu finis par devenir trader pro. Ça c'est la vie, tu vois. Mais l'erreur que tu pourrais faire, et je t'invite vraiment à ne pas la faire, c'est de marcher un petit peu, enfin il y a 2 erreurs, de marcher un petit peu et de t'arrêter. Puis tu restes là, tu restes là plusieurs mois, puis tu reprends ton chemin, tu t'arrêtes. Le problème c'est que la vie, et c'est une métaphore que j'avais déjà donnée, c'est pas juste quelque chose où tu peux t'arrêter et progresser. Si tu t'arrêtes, en fait, tu vois une bête métaphore, mais tu vois dans les aéroports, il y a des tapis sur lesquels tu peux marcher pour avancer. Donc, par exemple, tu vois ici, donc c'est vraiment un tapis, ok. Ici t'as les barrières, ok. C'est un cours de dessin, mon ref. Bref, t'as les trucs. Donc, t'as les personnes qui arrivent avec leur valise, ok, tout content. Voilà, c'est un bonhomme, ok, il est là, il tient sa valise. Et du coup, t'as ces tapis, là, tu vois, dans les aéroports pour marcher plus vite, ok. Ces tapis-là, ils sont constamment en mouvement. Mais imagine que du coup, ce soit pas un tapis où tu vas vers l'avant, mais tu marches à reculons. Donc, t'as le tapis, il va dans un sens et toi, tu marches. Si tu t'arrêtes, le problème, c'est que tu vas reculer. Donc tu dois marcher plus vite que le tapis pour avancer, ok. Donc imagine que la vie, c'est ça. Et donc le problème, si tu avances, donc tu fais des progrès en trading, travaille 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, puis tu t'arrêtes pendant 2-3 semaines, puis tu reprends, tu t'arrêtes. La réalité, c'est que c'est pas comme ça. Tu vas pas avancer par sursaut et finir par atteindre ton objectif. La réalité, c'est que tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. Puis tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. Et tu vas faire... Enfin bref. Et je crois que tu as compris l'idée, c'est que tu vas avancer, et puis tu vas régresser, tu vas avancer, tu vas régresser, et tu vas revenir en arrière. Alors, si tu avances suffisamment, tu compenseras le fait de revenir en arrière, mais donc t'avanceras, mais t'avanceras beaucoup plus lentement que si simplement t'étais consistant et juste t'avances jusqu'à ce que t'atteignes ta cible. Ça c'est un premier problème. Donc c'est un truc que j'avais beaucoup au début, c'était de pas être consistant. Genre littéralement j'avais travaillé 1 mois pour le trading et puis après j'arrêtais pendant 3 semaines, puis je m'y remettais peut-être pendant 1 mois et demi, et quand tu es pas régulier dans quelque chose, tu peux pas faire des... En fait, c'est un peu comme au sport. Tu peux pas faire 1 mois de sport, puis t'arrêtes 1 mois. Puis tu fais 1 mois, puis t'arrêtes 1 mois. Tu vas pas progresser comme ça, tu vois. Tu dois être consistant, y aller chaque semaine, etc. C'est la même chose. Donc ça, c'est la première erreur que tu peux faire. Deuxième erreur, et qui est beaucoup plus courante, c'est d'à chaque fois prendre des directions différentes. Tu prends une direction, tu te dis, ok, j'apprends ça. On va prendre l'exemple d'une stratégie. Tu apprends une stratégie, tu te dis, ok, je vais apprendre ça. Et puis tu changes de stratégie.
Et puis tu changes de stratégie, tu changes de stratégie, et tu changes toujours de direction, ok, tu gardes pas le même, et tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, et t'atteins jamais cet objectif-là. Ou à la limite, et ça c'est encore plus frustrant, c'est quand t'as bien progressé en trading, mais que ce qui te manque pour réussir, bah, tu tournes en rond, parce que tu changes à chaque fois, et tu dis, ah non, c'est ça la clé, c'est ça la clé, c'est ça la clé, c'est ça la clé, c'est ça la clé du succès et de la réussite, et donc tu tournes autour de ton objectif sans jamais l'atteindre. Ce que tu dois faire, enfin la réalité c'est que la seule façon d'atteindre un objectif, c'est tu définis l'objectif à l'avance, ok, c'est ça l'objectif. Ok, c'est par exemple si j'ai une stratégie, c'est telle stratégie que je veux maîtriser et je vais faire en sorte de savoir l'appliquer. Si maintenant tu te dis ok, c'est ça la psychologie de trading à avoir, c'est cette psychologie là que je dois aborder, et tant que j'arrive pas à implémenter cette psychologie de trading, je continue à forcer sur ce chemin là, ou bien gestion des risques, etc. Et tu continues jusqu'à ce que tu atteignes la cible, mais la cible elle est déjà définie au départ, parce que si je reprends la métaphore du désert et de la direction, ben, si tu marches vers le nord, ok, continue à marcher vers le nord. T'éparpille pas et commence pas à prendre d'autres routes parce que sinon t'arriveras jamais au point que tu veux atteindre. Tu vois. Bref, c'était une mini parenthèse. J'aimerais juste terminer avec quelque chose que un membre de la communauté a dit sur le Discord. Il posait une question qui était du coup comment savoir si le trading est fait pour soi. Pour répondre très simplement, je pense que la question à se poser, ce n'est pas tant est-ce que le trading c'est fait pour moi, mais deux choses. Est-ce que du coup tu as un quelconque intérêt envers le trading, une passion? Est-ce que tu aimes le trading, le monde de la finance? Mais deuxième question surtout à se poser, c'est pourquoi est-ce que tu trades? Et c'est vraiment une question importante parce que beaucoup de gens tradent d'une part pour les mauvaises raisons et deuxièmement sans savoir pourquoi ils tradent. Donc c'est double problème en fait. Tu vas trader pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons ça peut être quoi? Ben, l'argent. Alors tu vas me dire, mais oui, mais bon, tu fais du trading quand même pour gagner de l'argent. Oui, mais si l'argent est la seule raison pour laquelle tu trades, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je vais expliquer après pourquoi. Tu peux trader pour la fame. Ok, le fait de se dire, bah tiens, les gens, ils voient que je fais de l'argent grâce au trading, c'est stylé, j'ai un bon statut, blablabla. Ça peut aussi être une mauvaise raison. Tu peux trader pour, je sais pas moi, bref, trouve tes raisons et essaye vraiment de les passer par le filtre de est-ce que c'est une bonne raison ou pas. Pour te donner un indice, plus ta raison de trader sera profonde, plus ta détermination sera grande. Plus tu as des chances d'aller loin en trading et de réussir. Parce que honnêtement, si tu trades pour l'argent, ok, donc c'est le premier point que j'avais pris, si tu trades pour l'argent, oui, tu peux réussir. Mais peut-être qu'à un moment, en cours de route, tu te diras, punaise, ça marche pas, j'y arrive pas, j'arrête. Et tu t'orientes vers autre chose et tu te dis, bon, je vais faire du dropshipping, je vais faire, je sais pas moi, du SMMA, je vais faire de l'immobilier, les cryptos, je sais pas. Tu changes complètement de voie. Et c'est ce que j'avais expliqué tantôt, c'est si tu arrêtes pas de recalibrer ta cible, si tu vas dans une direction, puis l'autre, tu atteindras jamais ton objectif. Tu vois. Donc, une fois que tu as l'objectif de trading en tête, garde-le suffisamment longtemps. On te dit pas, je vais réussir le trading en 1 an ou 2. Ça te prendra peut-être même 3, 4, 5 ans. Si maintenant tu n'es pas prêt à te dire, je vais prendre 5 années de ma vie pour essayer. Enfin, c'est même pas essayer le trading. En fait, c'est pour faire du trading et réussir et tout faire pour y arriver. Ben, c'est pas peut-être une bonne idée de le commencer. Parce que des façons de faire de l'argent, il y en a plein. Et le trading, c'est vraiment pas la plus simple. J'avais lu un message il y a pas longtemps, ça c'était sur Instagram. C'était un post qui disait simplement le trading, c'est un get rich slow scheme. C'est écrit comme ça. Get rich. Donc en fait, il y a l'expression get rich quick. Ça, c'est le get rich quick theme. Bref, je le dis peut-être pas bien, mais c'est un business pour devenir riche rapidement. Sauf que ça n'existe pas dans la réalité. Et le trading, on te le vend comme tel. On te dit, oui, tu peux faire plein d'argent hyper rapidement sur les marchés, blablabla. Alors que la réalité, c'est que si tu regardes le trading dans son ensemble, ça te prend des années à apprendre. Et donc, c'est une façon de faire de l'argent, mais lentement. C'est un get rich slow, pas quick, slow theme. Désolé pour mon anglais. Bref, je continue. Et donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que tu as identifié les raisons un peu bullshit pour lesquelles tu veux faire du trading, essaye de voir un peu au-delà de ça et de te dire, ok, qu'est-ce que tu associes au trading? C'est quoi tes objectifs à travers le trading? Parce que, ok, je vais te donner un exemple tout bête, tu vas comprendre. Imaginons, ça c'est moi. Ce que je vais raconter là, ça va être marrant. Imaginons, ça c'est moi. Imaginons, j'ai, je sais pas moi, 14 ans, ok. Oh putain, ça va être vrai. Ok, imaginons j'ai 14 ans. Je commence à me dire, bah tiens, dans ma classe, ok, il y a une fille, elle est super belle. Bon, on va faire une blonde, ok. Il y a une fille, elle est super belle, ok, et j'ai envie de lui plaire. Puis, je vais lui parler, ouais, salut, ça va, blablabla, super approche totalement nulle, ok, et elle me dégage.
Poupou, échec, ok, cool. À ce moment-là, je me dis, ah mince, bon, comment je peux faire pour avoir cette fille? Et je commence à, je sais pas pour quelle raison, imaginons je suis sur mon téléphone, ok, cool, je suis sur Instagram, et je vois un réel d'un mec, il est en mode, punaise, depuis que j'ai commencé la salle de sport, j'ai toutes les filles que je veux, blablabla. Et là, petit garçon de 14 ans que je suis, je me dis, oh, ben, je vais faire du sport pour avoir cette fille. Et donc, c'est là où tu comprends bien qu'on a toujours... Les choses qu'on fait et qu'on pense être nos objectifs sont en réalité des moyens pour atteindre un vrai objectif. La phrase que je viens de dire est hyper importante. Et elle est hyper importante à comprendre. Les choses qu'on fait en pensant être des objectifs, donc on se dit, ok, je vais faire de la salle de sport parce que c'est mon objectif, faire du sport, sont souvent faites pour atteindre des autres objectifs qu'on pense être secondaires mais qui sont en réalité nos objectifs principaux. Donc là, petit garçon de 14 ans, ma motivation pour aller à la salle, c'est pas parce que je veux faire du sport, être plus... Enfin, c'est l'une des conséquences, c'est vrai, mais en réalité, c'est pour avoir cette fille. Et donc pour en revenir au trading, avec cet exemple à la con, pour en revenir au trading, ton objectif avec le trading, bah ouais, c'est d'être trader pro, etc. Enfin, ok. Sauf que tu te dis que c'est ton objectif principal, ok. Donc l'objectif principal, on va dire, être trader pro. Ou alors, si tu veux, par exemple, peut-être ton objectif, tu le formules en termes monétaires. Je veux faire 10 000 balles par mois, tu vois. Ou peut-être que tu te dis, je veux, enfin bref. Ton objectif, ok, en termes financiers. La réalité, c'est que cet objectif que tu penses être ton objectif principal, eh bien, si je redessine la courbe, hop, j'essaie de tout effacer, voilà. Si je redessine la courbe, en réalité, il est peut-être que là, et il cache en fait un deuxième objectif plus grand. Et c'est là où je t'ai expliqué tantôt que plus ton objectif est profond, plus ta détermination sera grande. Parce que cet objectif profond, qu'est-ce que ça peut être? Je vais te donner quelques exemples, mais après c'est vraiment à toi de t'introspecter et de trouver. Ça peut être par exemple tes insécurités. Ça veut dire que par rapport à la façon dont tu as été élevé dans ton enfance, par rapport aux obstacles, aux difficultés que tu as rencontrés dans la vie, tu as probablement tout un tas de traumas dans ta tête. Pas des gros traumatismes, genre, je sais pas, tu as connu la guerre, pas nécessairement, mais des petits traumatismes qui font que tu as des insécurités, des choses à compenser et qui vont se traduire dans ton comportement en tant qu'être humain. Si maintenant, imaginons tu as une insécurité par rapport à l'argent. Tu as peut-être grandi dans une famille toujours pauvre, ou peut-être que tu as grandi dans un cercle social où tout le monde était riche autour de toi, et tu étais considéré comme la personne pauvre de ton groupe. Ça peut être un exemple d'insécurité. Tu as peut-être grandi avec une insécurité qui te met sur les épaules ce besoin de, je sais pas moi, en anglais on dit provide, d'être responsable de toi et des autres, et tu as associé le fait de faire de l'argent et de pouvoir aider ta famille avec le fait d'être responsable. Donc tu t'es dit, peut-être que tu es issu d'une famille ou d'un foyer où tu n'avais pas de père, et peut-être que tu as été élevé que par ta mère, et du coup tu as dû endosser, je sais pas moi, ce rôle de père qui du coup est responsable de sa famille et apporte l'argent à la maison. Tu t'es dit, je vais prendre le trading et je vais faire de la thune, et comme ça du coup je vais pouvoir m'occuper de ma famille, que ce soit ma famille actuelle, je sais pas moi, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, ma mère, mon père, etc. Ou bien ma famille plus tard, quand j'aurai une femme et des enfants. Peut-être que inconsciemment c'est ça. Ce que je veux dire par là, ou alors je vais encore donner d'autres exemples, comme ça je suis sûr que la liste est complète. Donc par exemple voilà, donc là, ça peut être des insécurités. Donc là j'ai dit insécurité financière, mais ça peut être aussi des insécurités par rapport à ton statut. Peut-être que tu t'es dit que tu n'étais pas digne, je sais pas moi, d'amour ou de reconnaissance si tu n'étais pas riche, si tu n'étais pas telle ou telle chose, et tu as associé au trading une façon du coup de devenir ou d'obtenir ce statut qui te permettrait d'avoir la reconnaissance de tes pairs. Bon, spoiler, c'est probablement faux, et c'est pas parce que t'es pas trader ou c'est pas parce que t'es pas riche que t'es pas digne d'amour ou de quoi que ce soit d'autre, mais disons simplement que t'as peut-être associé au trading, ou en tout cas au statut de trader, quelque chose de waouh, tu l'as mis sur un piédestal en mode putain c'est trop génial d'être trader. Et ça te pousse à du coup vouloir atteindre cet objectif-là pour du coup avoir le statut que tu penses te rendra, enfin le statut que tu penses te rendra heureux. Ok, c'est un autre exemple. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être aussi pour une fille. Ouais, quand je serai trader, je serai riche et elle me regardera. Je sais pas. Ça peut être pour la fame sur les réseaux sociaux. Faire du trading, c'est trop stylé, je peux mettre des stories où je fais plein de thunes, blablabla, etc. Ça peut, enfin bref, il y a vraiment un millier de raisons, il y a autant de raisons, il y a des milliards de raisons, autant de raisons que d'êtres humains sur Terre. Mais quand tu trouves ta raison plus profonde, et il faut vraiment être honnête avec toi, déconstruire complètement ton ego, et parfois reconnaître que, ouais, en fait, la raison pour laquelle, par exemple, je vais à la salle de sport, c'est juste pour plaire aux filles. Et tu vas te dire, c'est débile. Enfin, pas nécessairement, mais c'est pas la raison la plus deep, tu vois, genre, je veux plaire aux filles, donc je vais faire du sport et avoir un bon physique. Enfin, tu vois, c'est un peu... mais
Comprends-le, simplement. Ne te juge pas pour autant pour les raisons que tu as, tu vois. Tu n'es pas responsable quelque part des raisons que tu as dans ta tête. Parce qu'elles remontent à beaucoup plus longtemps que ce que tu peux imaginer, tu vois. Peut-être que ces raisons-là, tu les as formées quand tu avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Toutes tes insécurités, tout ton passé vont déterminer ce par quoi tu as atterri. Tu vois, ce truc qui fait qu'au fond de toi, tu es attiré par telle ou telle chose. Tu vois, si je te demande c'est quoi ta couleur préférée, t'en as sûrement une. Si je te demande c'est quoi ton style de musique préféré, si je te demande c'est quoi ta nourriture préférée, est-ce que tu aimes plutôt les nourritures épicées, les nourritures douces, est-ce que tu préfères les viandes, les légumes, les pâtes, j'en sais rien, tu vois. Ou bien, par exemple, au niveau des filles, c'est quoi ton style de fille, etc. Au niveau du métier qui t'attire, est-ce que c'est le trading ou peut-être qu'il y a d'autres choses qui te plaisent? Est-ce que peut-être t'aimes les arts, t'aimes la musique, t'aimes, je sais pas moi, peut-être que t'aimes la nature? Est-ce que t'es plutôt du genre à faire des activités en ville ou dans la nature? Enfin bref, toutes ces choses-là, tu vois, qui au fond de toi créent tes attirances, ce que tu aimes, c'est déterminé probablement par toute ton évolution depuis que t'es né, tu vois. T'as grandi et t'as eu des expériences avec le monde réel qui t'ont poussé à construire ta personnalité, ce que t'aimes vraiment. Il y a aussi une part de génétique, bien évidemment. Souvent, on peut ressembler à nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, etc., parce qu'on a un certain code ADN, un code génétique. Mais il y a des chances pour que tes expériences passées déterminent du coup ce qui t'attire dans le futur. C'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas juger ça, parce que tu es peut-être responsable de certaines de tes expériences de vie, mais quand tu étais un gosse, t'es pas vraiment responsable de ce qui t'est arrivé, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant tu as une grande insécurité, par exemple par rapport à ton physique, et que tu t'es dit je dois faire de la salle de sport pour plaire aux filles, ce serait stupide de lutter contre cette chose-là, dans le sens où cette chose est là, et t'as pas envie de commencer à remettre en question toute ta vie de punaise, en fait, pourquoi je désire ça, que mes désirs sont des souffrances, et blablabla. Ce que tu veux faire, par contre, c'est comprendre ça, cette chose-là. Ok, par exemple, je sais que je veux faire du sport pour plaire, tu vois, et l'assumer, et ensuite, quand tu comprends cette raison-là, voir jusqu'où tu peux aller par rapport à ça. Peut-être que je m'éloigne un peu trop, je vais reparler du trading, mais donc, notre objectif de devenir trader pro, ok, il est là, mais la réalité, c'est que cet objectif-là n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif plus grand. Quand tu détermines cet objectif-là, ok, tu comprends véritablement ce qui te motive. Pose-toi la question maintenant, donc je réponds à la question du gars de la communauté, ok, est-ce que le trading c'est vraiment fait pour moi? Pose-toi la question, ok, et retiens bien ce que je vais dire là. Est-ce que cette raison-là, ce pourquoi, ce vrai objectif, est-ce que cette raison-là pardon, est suffisante que pour me faire réussir en trading? Est-ce que cette raison-là va m'apporter la détermination suffisante que pour réussir en trading? Franchement, pose-toi la question. Je vais boire un peu d'eau parce que là, je suis en train de mourir, la vidéo est giga longue. Mais donc, quand tu réponds à cette question, quelle est la vraie raison pour laquelle tu fais du trading? Est-ce que c'est pour les belles voitures et la belle maison? Est-ce que c'est pour les soirées, les voyages à l'étranger et les belles filles? Est-ce que c'est pour ta famille, pour aider ta famille qui a toujours été dans la galère? Est-ce que c'est pour attirer l'attention des autres? Être en mode, yo les gars, je suis trader, TikTok, Instagram, et vas-y, aujourd'hui j'ai fait 750 millions en 1 heure. Voilà. Bref, quelle est la raison fondamentale pour laquelle tu trades? Et souvent, la vraie raison, et là c'est un peu un spoiler, mais c'est à toi de faire ce travail de recherche intérieure, la vraie raison, c'est pas un pourquoi, mais un pour qui. Parce que toutes les choses matérielles auxquelles on s'attache ou auxquelles on pense s'attacher, qu'on pense vouloir, la voiture, la maison, etc., comblent en réalité un manque au niveau de... Comme j'ai dit, on a tous des insécurités. Et souvent, la meilleure question à se poser, c'est pas pourquoi, mais pour qui. Et qui, c'est pas nécessairement une personne spécifique, ça peut être un groupe de personnes. Pour qui? Peut-être que j'ai envie de flex devant mes amis, peut-être que j'ai envie de flex devant la société, le monde. Peut-être, parce qu'en réalité, pour te donner juste un bête exemple, c'est... Pourquoi tu peux aimer par exemple une belle voiture? Je parle pas d'une grosse voiture, donc je parle pas des performances de la voiture, je parle de l'esthétique de la voiture, sachant que tu es tout le temps à l'intérieur de la voiture. Même s'il y a des gens qui vont me dire oui, mais du coup tu peux aimer une belle voiture parce que du coup tu la vois, tu vois, elle est dans ton garage, machin, oh c'est trop beau. Encore une fois, je parle pas de la vitesse. La vitesse c'est encore autre chose, c'est naturel pour les êtres humains d'aimer la vitesse, ça apporte de l'adrénaline et tout ça, ok, un bon moteur c'est cool, mais je parle vraiment de l'apparence de la voiture. Et puis on a tous des goûts différents aussi, c'est intéressant d'en parler. Mais donc l'apparence de la voiture en réalité c'est pour deux choses, pour ce que les autres vont voir de toi. Tu te dis oh vas-y j'ai ma belle voiture, les autres vont voir que j'ai ma belle voiture. Et honnêtement, beaucoup de gens travaillent dur toute leur vie juste pour avoir une belle voiture et pour que dans la rue, quand ils passent à côté, il y ait quelqu'un qui fasse juste comme ça. Oh, genre littéralement juste pour ça. On a beaucoup trop d'ego pour l'avouer, mais la réalité c'est que oui, beaucoup de gens ont juste envie d'attirer l'attention. Ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est aussi par rapport à ce que tu associes à la voiture. Qu'est-ce qu'une belle voiture te renvoie? Pour toi, là c'est pas toi et les autres. Imaginons même si tu étais tout seul sur Terre, tu pourrais quand même avoir envie d'une belle voiture. Et alors là, à ce moment-là, c'est plus pour le regard des autres, c'est par rapport à toi, le regard que tu poses sur cette belle voiture. Qu'est-ce que tu y associes? Est-ce que c'est un modèle de réussite pour toi? Est-ce que c'est... En gros...
c'est déjà une bonne piste de réflexion, c'est est-ce que du coup, le fait d'être trader, et en fait oui, en fait ça rejoint tout ce que je dis là maintenant, le fait d'être trader, tu l'associes peut-être du coup à une image de la réussite, une image du succès. La réussite dans quoi? Pas dans le métier de trader, la réussite là, dans ton objectif ici. Et quand tu comprends ce que c'est, tu verras si c'est juste du bullshit, genre je vais à la salle de sport pour les filles, tu verras si c'est juste du bullshit, ou si vraiment t'as l'étoffe pour devenir trader. À nouveau une métaphore, mais si tu vas à la salle de sport juste pour les filles, je te donne pas 3 mois. Parce que les filles sont une très bonne motivation, hein, avoir un beau physique, etc. c'est chouette, mais c'est pas une raison suffisamment grande, d'autant plus que, imagine maintenant que t'as une copine, je vais pas dire que tu t'en fous de plaire aux autres filles, mais ta copine probablement appréciera ton physique, ton apparence, ton corps. Donc il y a de grandes chances qu'en réalité, tu as eu des mauvaises expériences avec les filles quand tu étais jeune. Ça peut même être avant, genre même avant 10 ans, hein, quand tu étais un gosse à la maternelle, tu vois. Tu as eu des mauvaises expériences qui t'ont créé des insécurités, qui t'ont poussé à associer une grande importance à l'apparence physique, qui ensuite... Mais toutes ces questions-là, toutes ces insécurités-là disparaissent à partir du moment où tu as une fille ou une femme qui t'aime pour qui tu es et l'apparence physique que tu as. Ça me tue, ça devient un cours de psychologie. Mais en vrai... C'est important, je pense, les gars, de se poser toutes ces questions-là. Parce que c'est ces questions-là. Je pense sincèrement que ces questions-là sont plus importantes que les questions liées au trading. Parce que les problèmes qu'on rencontre en trading, ça se résout assez rapidement. Quelques années, tout au plus. Par exemple, j'ai une mauvaise stratégie, ok. J'ai une mauvaise gestion des risques, ok. Mais tu te renseignes, t'apprends, parce que le trading, en tout cas du marché des devises comme je trade, ça existe depuis plus de 50 ans. Il y a suffisamment d'ouvrages et de ressources pour apprendre le trading de nos jours. C'est plus une question de je dois chercher, creuser et m'isoler dans la montagne pendant des mois pour trouver les réponses. Non. Par contre, ces questions-là, c'est celles qui vont t'amener à prendre les bonnes décisions dans ta vie et peut-être même à réussir à être heureux aujourd'hui et plus tard. Parce que si tu prends les mauvaises décisions aujourd'hui, si tu consacres 5 années de ta vie au trading alors qu'en réalité la raison pour laquelle tu faisais du trading c'était juste une raison bullshit et pas une raison vraiment profonde et une raison suffisante que pour aller jusqu'au bout, tu finiras par abandonner, tout comme la salle de sport, tous les gens qui s'inscrivent à la nouvelle année en janvier, je vais faire du sport parce que c'est ma nouvelle année, ma nouvelle résolution, ou alors en juin je vais faire du sport pour avoir un summer body et l'été. C'est du bullshit, c'est pas une raison suffisamment solide, c'est pas une raison suffisamment tangible que pour aller jusqu'au bout. Genre littéralement il te faut une raison si profonde, un truc émotionnellement si fort que tu vas bosser à fond, genre vraiment à fond. Et je parle pas juste, ouais, je travaille 4 heures par jour, oh, je travaille 8 heures par jour. Non, je te parle d'un truc qui te prend au trip. Un truc, tu te réveilles chaque matin, t'as une insatisfaction tellement grande, tu te dis putain, ma vie c'est de la merde. Enfin, bon, j'exagère peut-être un peu, on n'est pas obligé d'être aussi dur, mais honnêtement, tu pourrais pas... Pardon, le fait de parler longtemps, j'ai vraiment du mal à... J'ai la gorge super sèche. Tu pourrais pas travailler 5 ans avec acharnement à la même chose sans voir de résultats, parce que souvent le trading au début t'as pas encore de résultats, avec juste un truc futile comme je veux une belle voiture ou je veux une belle femme, tu vois. Genre non, il te faut un truc plus profond, un truc plus deep, une insécurité plus grande. Et c'est là où je t'invite vraiment à t'introspecter et à chercher au plus profond de toi ce qui te pousse à faire du trading. Et quand tu auras cette réponse, tu sauras du coup si tu as l'étoffe pour tenir suffisamment longtemps en trading que pour réussir. Parce que comme je l'ai dit, la question est-ce que tu es fait pour le trading, c'est pas ça la vraie question. C'est pourquoi est-ce que tu trades. Et quand tu comprends pourquoi est-ce que tu trades, tu sais si tu es fait pour le trading. Si on tient aussi compte du fait que genre tu aimes quand même le trading, si tu détestes la finance, et le trading, ne fais pas du trading, fais un autre truc pour faire de l'argent. Mais imaginons que tu pars... On a la base de t'aimes le trading, t'aimes la finance. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu peux tenir suffisamment longtemps pour y arriver? Ça, elle est là-dedans. Est-ce que tu le fais pour ta famille? Est-ce que tu fais pour tes amis? Est-ce que tu le fais pour ton ego? Est-ce que tu le fais pour ton pays? Qui sait? Il y a des gens peut-être qui sont nationalistes. Ils se disent, j'ai envie de redresser la santé économique de mon pays et pour ça, je vais être un bon financier. Je vais faire du trading, m'enrichir, utiliser cet argent pour réinvestir dans le pays. Enfin bref, je sais pas, mais... Si tu as une grande raison, c'est même pas en fait c'est même plus un objectif à ce moment-là. Là on parle pas, par exemple avoir une fille belle avec la salle de sport, ça c'est un objectif, mais là c'est même plus qu'un objectif, c'est un but carrément dans ta vie, hein. C'est un but et le trading est un moyen d'accomplir ce but plus grand.
Par exemple, tu peux dire j'ai envie d'utiliser le trading pour avoir une certaine indépendance financière, j'ai envie d'utiliser le trading pour accumuler une certaine quantité d'argent, peut-être après ouvrir d'autres entreprises qui peuvent aider le monde, apporter ma pierre à l'édifice. Ou par exemple, j'ai envie d'apprendre le trading, ça c'est quelque chose qui ressemble plus à mon but à moi, comme ça je te partage ça, hein. On parle sincèrement. Mon but avec le trading, par exemple, indépendamment de la motivation que j'ai dans la finance, l'investissement, etc., qui m'intéresse déjà de base comme monde, mon but à travers le trading, c'est vraiment de pouvoir non seulement accumuler un max de compétences, un max de connaissances, et ensuite pouvoir les transmettre. Parce que par mon passé, j'ai vraiment ce désir de vouloir aider les personnes qui du coup sont en galère pour du coup faire de la thune. J'ai grandi dans un milieu assez pauvre, enfin non pas dans un milieu pauvre, mais ma famille était relativement pauvre. Et toujours voir du coup ma mère ou ma soeur ou mon père ou bref galérer, ça m'a toujours mis, sachant que du coup mon père a jamais vraiment été très présent, c'est hyper perso hein, ce que je te dis là, mais comme ça résume un peu avec un exemple concret de ce que j'ai dit dans la vidéo. Sachant que mon père a jamais vraiment été présent, j'ai toujours eu ce sentiment de devoir être responsable pour du coup m'occuper de ma famille. Même s'il le faisait en soi, il le faisait, je veux dire, il n'était pas très présent, mais il n'était pas absent complètement. Et du coup, j'ai toujours eu ce sentiment de responsabilité, et ça passe notamment par l'argent. Dans le sens où, si tu sais pas être responsable financièrement de ta famille, du coup, ça va poser problème. Sachant que ma mère a toujours galéré, et genre littéralement, je l'ai vu galérer avec l'argent. C'était un problème pour elle, et parfois, on en est même arrivé à un point où je devais lui prêter de l'argent et l'aider. Donc du coup, j'étais là, je dois lui prêter de l'argent, mais moi, ça me met en galère parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis pauvre, et du coup, il y a un problème. Il faut qu'on sorte de cette situation de merde, tu vois. Alors bien évidemment, attention, le pont entre t'as besoin de thunes et tu veux être trader, il est grand encore. C'est pas parce que t'as besoin de thunes que t'as besoin de absolument être trader et de faire un max de thunes. Non, parce que tu peux. Si maintenant, imaginons que tu gagnais juste 1000 balles par mois en plus, tu peux très bien aider ta mère comme ça, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais disons que ça a été la motivation de base. Se dire, bon, ok, j'ai besoin d'une certaine responsabilité financière, j'ai besoin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, aux besoins de ma femme plus tard, de mes enfants, etc. Et j'ai envie qu'ils aient une vie assez bonne, parce que l'image que j'ai eue, c'était une vie assez, je vais pas dire misérable, parce que j'étais un enfant heureux, mais en tout cas, j'ai été relativement pauvre. À partir d'un certain âge, ça n'a pas toujours été le cas, mais bref. À ce moment-là, le trading, pour moi, est un moyen, comme je l'ai dit, de non seulement me responsabiliser financièrement et pouvoir m'occuper de mes proches. Et alors au-delà de ça, comme j'ai connu toujours cette galère quand j'étais jeune d'avoir de l'argent, j'aimerais aussi apporter au monde cette possibilité, cette opportunité, cette capacité d'apprendre, notamment le trading, puisque c'est mon domaine, ma compétence, d'apprendre le trading à d'autres gens qui sont dans la même galère que moi. Ça veut dire que si toi aussi t'es un jeune qui a pas les moyens, parce qu'au début j'ai pas pu acheter des formations par exemple, quand tu vois que t'as des formations à 1500 balles, comment tu veux qu'un gosse de 16, 17, 18 ans achète une formation à 1500 balles? Ça lui demanderait de travailler genre tout un été juste pour ça. Alors oui, il peut le faire, hein, et je félicite les gens qui le font, mais ça n'empêche que c'est très peu accessible. Le trading en lui-même, le monde du trading, l'apprentissage du trading est très peu démocratisé. C'est quelque chose d'ailleurs que je disais dans ma toute première vidéo. Je peux te la montrer, hein, mais c'est quelque chose que je disais dans ma toute première vidéo. Tchac. Attends, je vais fermer ça. Si tu vas dans les plus anciennes, donc cette vidéo-ci, bon, elle dure très longtemps, mais c'est vraiment une vidéo où j'explique un peu, mais en fait, c'est le tout début de la série. Avant même que j'ai commencé le jour 1, c'est le tout début de la série. J'expliquais dans cette vidéo que du coup, mon but, c'était vraiment de démocratiser le monde du trading. Parce que j'avais galéré quand il s'agissait d'apprendre le trading, parce que j'avais pas de thunes. En fait, c'est un peu triste que du coup, tu sois condamné, entre guillemets, à rester pauvre, parce que du coup, pour apprendre le trading, tu dois investir dans ton éducation, mais t'as pas de thunes pour investir dans ton éducation parce que t'es pauvre. Et du coup, t'es condamné à rester pauvre. Bien évidemment, t'es jamais vraiment condamné, tu peux mettre les efforts, mais honnêtement, si demain t'as 10 000 euros, crois-moi, t'achètes les bonnes formations, enfin tu investis ton argent intelligemment pour te former et tu réussiras en trading beaucoup plus facilement que si t'as pas un sou en banque. Parce qu'alors tu dois apprendre gratuitement, et apprendre gratuitement c'est très lent. Et donc quelque part, donc il y avait vraiment aussi ce désir, enfin il y a vraiment aussi ce désir en fait de pouvoir apporter gratuitement, ou en tout cas à un prix vraiment réduit. Et si demain je vends une formation, je la mettrai à un prix que dalle, tu vois, genre 100 balles, même pas 50 balles, tu vois. Mais vraiment à un prix réduit pour permettre à toutes les personnes qui ont connu la même galère que moi de pouvoir quand même apprendre le trading. Et elles-mêmes reporter sur la société, etc., les effets positifs, tu vois. Et encore, on n'en parle pas souvent, mais la communauté francophone, il n'y a pas que la France, la Belgique et je crois aussi la Suisse parlent français. Il n'y a pas que ces trois pays-là, il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique, qui parlent français. Et je sais que dans ma communauté, dans les stats de ma chaîne, il y a des personnes qui viennent d'Afrique. Et je sais que dans ces pays-là, du coup, le revenu moyen par tête, le PIB par tête, il est beaucoup plus faible que chez nous. Donc là où j'ai dit tantôt, si déjà, moi, ici, dans les pays d'Occident, je galère à acheter une formation à 1500 balles pour apprendre le trading, ces personnes-là qui ont un PIB 2 fois moins, 3 fois, 4 fois, 5, parfois même 10 fois moins élevé que le nôtre, c'est encore plus dur, elles ont que Internet et le Wi-Fi, tu vois, pour apprendre.
Parce qu'elles n'ont pas des salaires comme en Suisse à 4000 balles par mois, tu vois. En moyenne pour un citoyen normal, elles n'ont pas ça. Tu vois. Et donc voilà, enfin bref, ça c'est ma motivation un peu plus dans le fond. Et quelque part, c'est ça qui me pousse en fait à continuer. Parce que c'est là où tu comprends, si je refais un peu mon schéma, c'est là où tu comprends que devenir trader, en fait, c'est pas juste bah j'ai envie de devenir trader. Non, en fait, ça se repose sur des trucs beaucoup plus profonds. En fait, c'est comme si je me devais de devenir trader, tu vois, parce que j'ai envie d'aider ma famille, mes proches. J'ai envie plus tard d'être responsable de ma famille et pas connaître la galère et l'absence presque du coup de mon père. Être en mode je peux être présent pour ma famille et les aider financièrement et puis aussi émotionnellement, bien évidemment. J'ai pas envie d'être un père absent, mais je veux dire, ces motivations-là déjà pourraient être suffisantes. Sauf qu'en dehors de ça, je me sens aussi de devoir, et j'utilise souvent le mot devoir parce que c'est presque comme si c'était quelque chose qui m'incombait, c'est presque comme si c'était ma mission sur Terre, je sais pas. Je me sens aussi le devoir du coup d'apporter au monde un peu ce qu'il m'a apporté, dans le sens où si j'ai appris le trading grâce à tout ce que j'ai pu trouver sur internet, j'ai envie de reprendre tout ça, d'en faire un condensé et de l'apprendre quasi gratuitement. Ou même en fait gratuitement, parce que les vidéos que je fais sur YouTube c'est gratuit, il faut juste un ordi et une connexion Wi-Fi, tu vois. Mais donc, l'apprendre gratuitement, et pour... Ouais, j'essaie juste de synthétiser. Mais du coup, cette deuxième raison, comme je l'ai dit, c'est vraiment cet aspect communautaire. C'est pour ça, en fait, que toute cette chaîne YouTube a du sens. Beaucoup de gens m'ont, dans mes débuts, surtout quand j'avais moins de 1000 abonnés, quand j'avais genre 500 abonnés et moins, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, tu devrais pas faire des vidéos, blablabla, là, ça va te mettre la pression dans ton trading, etc. Mais ces personnes-là n'ont pas compris que mon objectif, c'est pas ça. Enfin, ça l'est bien évidemment, mais c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est d'apprendre le trading, mais de l'utiliser ensuite pour aider mes proches, mais aussi du coup d'apporter aux gens, à la communauté sur YouTube, une vue intérieure du trading beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus accessible. Et donc quand tu comprends ça, quand tu comprends que mon objectif, c'est pas juste je veux faire du trading et m'enrichir un max et garder ma thune pour moi et être égoïste, non. Quand tu comprends que mon objectif, du coup, c'est vraiment d'apporter au plus de gens possible sur Internet des ressources gratuites, ou en tout cas à prix réduit, où les gens peuvent apprendre, là où moi j'avais galéré encore il y a 3-4 ans, parce que c'était pas comme ça, et du coup, ça a tout son sens de faire cette chaîne YouTube. Parce que ça rejoint directement mon objectif. Et donc, en fait, là, j'ai juste mis trader, mais si tu comprends ça, t'as aussi, par exemple, l'objectif de la chaîne YouTube. Puisque ça rejoint mon objectif plus profond. T'as aussi l'objectif, par exemple, d'avoir des bonnes, je sais pas, relations familiales. T'as beaucoup de gens qui s'enferment, familiales, sociales, amoureuses, parce que t'as beaucoup de gens, par exemple, qui s'enferment dans ce truc de je dois bosser à fond sur mon business et ils négligent leurs relations sociales, familiales, amoureuses, etc. Si maintenant, imagine, t'as une relation amoureuse, il y a beaucoup de gens comme ça, hein, mais une phrase que j'aime bien, c'est les millionnaires divorcent. Les millionnaires divorcent, ce que ça veut dire, c'est que t'auras beau avoir toute la thune que tu veux et tout le succès que tu veux, ça veut pas pour autant dire que tu sais t'occuper de ta relation et de ton couple. Et la réalité, c'est que si dans ces objectifs plus profonds, et j'en ai parlé, j'ai envie du coup d'avoir une chouette famille, d'être un père présent, etc., ça implique nécessairement de réussir son couple. Tu dois réussir ton couple pour avoir un mariage et des enfants, etc. Et donc dans ces objectifs-là, je peux aussi mettre les relations. Et puis même chose, j'ai envie d'aider ma famille, mais je vais pas m'isoler pendant 1 an dans la montagne et travailler sur mon stuff sans donner aucune nouvelle à ma famille et puis revenir comme un prince en mode hey salut, je peux vous aider. Non, ça n'a aucun sens. Tu dois rester présent et avoir des bonnes relations familiales et monter avec eux, tu vois, progressivement. T'es pas obligé de faire 1 million et puis leur donner cash, non. Même si demain t'arrives à faire 1000 euros grâce au trading, donne-leur un peu, donne-leur 100 euros, donne-leur 500 euros, ça va déjà les aider. En tout cas, moi je sais que ça aiderait significativement ma mère, ça lui permettrait de sortir de sa dette, etc. Et mon père aussi. Tu vois, donc c'est important de comprendre que le trading probablement, donc ce bête schéma en fait que je viens de faire, c'est probablement comme ça que c'est probablement de là que ta motivation vient. Et le trading n'est qu'un moyen d'atteindre un but plus grand. Pose-toi cette question. Franchement, si à la fin de cette vidéo tu t'es pas posé cette question, t'es juste con. Alors, désolé d'être méchant, mais c'est que t'as pas envie d'avancer, c'est que t'as pas envie de progresser, c'est que non. Ou en tout cas, ou alors tu as déjà la réponse. Parce que si tu veux vraiment avancer, et je parle dans la vie en général, pas que dans le trading, mais dans tout le reste, dans tous tes objectifs, dans tout ce que tu fais, la raison pour laquelle tu as une certaine alimentation, la raison pour laquelle du coup tu fais du trading, la raison pour laquelle tu lis tel livre plutôt que tel livre, la raison pour laquelle même tu te divertis, ça aussi, c'est le manque, par exemple, d'implication dans sa propre vie. Imaginons que tu passes beaucoup de temps à te divertir sur Instagram, Netflix, les réseaux sociaux, TikTok, etc. Plutôt que de travailler à quelque chose qui te plaît vraiment, ça peut aussi découler du manque de clarté, de clarification dans ton objectif plus profond. En gros, t'es oisif. Si tu connais pas la définition, je t'invite à vraiment aller la chercher. L'oisiveté, c'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix. L'oisiveté, donc état d'une personne, ouais, super, c'est la définition Google. L'oisiveté, en fait, c'est qui est dépourvu d'occupation, n'exerce pas de profession. C'est quelqu'un, en fait, qui vit la vie, mais sans vraiment avoir de but. Et la réalité, c'est que quand, du coup, t'es un peu perdu dans ce que tu veux faire, tu commences à te divertir et à être oisif.
Mais quand tu sais exactement ce que tu veux, tu vas faire en sorte de faire des choses dans la vie de tous les jours, chaque semaine, chaque mois, qui s'alignent à tes objectifs plus profonds. Bref, franchement, pose-toi la question. Ça va éclaircir beaucoup de choses. Et du coup, pour cette personne qui m'a posé la question sur le Discord, ça lui permettra de savoir du coup si c'est vraiment du trading qu'elle veut faire. Et si vraiment elle a l'étoffe pour y arriver. Si ta raison est assez profonde, je vais répéter cette phrase que j'ai dit, mais plus ta raison est profonde, plus ta raison est grande, plus ta détermination va être grande. Et plus tu as de chances de réussir. Parce que tu vas juste tout faire pour y arriver. Tout faire, tout faire, tout faire. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Elle était très longue. Mais honnêtement, je pense que si tu l'as écouté jusqu'au bout, déjà félicitations. Tu fais partie de la minorité des gens. Mais aussi, je pense que j'ai pu t'apporter pas mal de valeur. Et ouais. Bref, j'espère que ça t'a plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo.